La pierre de lune de Wilkie Collins, 1868, traduction de Madame la Comtesse Gédéon de Clermont-Tonnerre. Prologue. L'assaut de Seringapatam, 1799. Extrait de papier de famille. Chapitre 1. J'adresse ces lignes écrites dans l'Inde à mes parents d'Angleterre. Mon but est d'exposer le motif qui m'a fait refuser ma main et mon amitié à mon cousin John Herncastle. La réserve que j'ai gardée jusqu'ici sur ce chapitre a été mal interprétée par plusieurs membres de ma famille, à la bonne opinion desquels je tiens. Je les prie de suspendre leur jugement jusqu'à ce qu'ils aient lu ce récit, et je déclare, sur l'honneur, que ce que je vais écrire ne renferme que la plus stricte vérité. Le différend entre mon cousin et moi s'éleva lors d'un grand événement militaire auquel nous prîmes part tous deux. L'assaut livré à Seringapatam par le général Baird le 4 mai 1799. Pour aider à l'intelligence de l'histoire, il faut que je me reporte à l'époque qui précéda l'assaut et au bruit qui courait dans notre camp sur l'or et les joyaux entassés dans le palais de Seringapatam. Chapitre 2. Une de ces légendes, et la plus bizarre d'entre elles, se rapportait à un diamant jaune, pierre précieuse et célèbre dans les annales de l'Inde. À en croire les plus anciennes traditions connues, ce diamant aurait été enchâssé dans le front de la divinité indienne aux 4 mains, qui est l'emblème de la lune. Le nom de pierre de lune, sous lequel il continue à être désigné jusqu'à ce jour dans l'Inde, lui vient de sa nuance singulière et aussi de la croyance superstitieuse en vertu de laquelle, placé sous l'influence de la déesse dont il était l'ornement, il était censé pâlir et reprendre son éclat suivant la croissance et la décroissance de la lune. J'ai entendu raconter qu'une semblable croyance existait en Grèce et à Rome. Toutefois, elle n'avait pas pour objet, comme dans l'Inde, un diamant consacré à un dieu, mais une pierre d'un ordre inférieur, dont la transparence et les divisions intérieures, rappelant celles de la lune, étaient supposées en suivre les variations. De là serait venu à cette espèce d'onyx son nom de pierre de lune, sous lequel elle reste connue des amateurs modernes. Les aventures du diamant jaune commencent au XIe siècle de notre ère. À cette époque, le conquérant mahométan Mahmoud de Ghizni arrive dans l'Inde, s'empare de la cité sainte de Somnath et dépouille de ses trésors le fameux temple qui avait été, depuis des siècles, le lieu de pèlerinage des hindous et la merveille de l'Orient. De toutes les divinités révérées dans le sanctuaire, le dieu de la lune échappa seul à la rapacité mahométane. Sauvé par 3 brahmines, le dieu qui portait le diamant jaune sur son front fut enlevé pendant la nuit et transporté dans la seconde des cités sacrées de l'Inde, la ville de Bénarès. Là, le dieu, placé dans une salle incrustée de pierres précieuses, abrité sous un toit supporté par des pilastres d'or, reçut les adorations de ses fidèles. Dans ce sanctuaire, la nuit même où il fut achevé, Vishnu apparut en songe aux 3 brahmines. Le dieu dirigea son souffle sur le diamant de l'idole sacrée, et les brahmines prosternés se voilèrent la face. Vishnu ordonna que désormais le diamant de la lune serait gardé jour et nuit, alternativement par 3 prêtres jusqu'à la fin des siècles. Et les brahmines l'entendirent, et ils s'inclinèrent devant sa volonté suprême. Le dieu prédit un désastre aux mortels assez présomptueux pour porter ses mains sur le joyau sacré, ainsi qu'à tous ceux de sa maison et de son nom qui hériteraient du fruit de ce sacrilège. Et les brahmines font inscrire l'arrêt divin en lettres d'or sur la porte de l'enceinte consacrée. Les siècles suivirent les siècles, mais de génération en génération, les successeurs des 3 brahmines veillèrent nuit et jour sur l'inestimable diamant de la lune. Nous arrivons ainsi au XVIIIe siècle, dont les premières années virent le règne d'Aurangzeb, empereur des Mongols. Il donna le signal de nouvelles rapines et de la destruction des temples dédiés au grand Brahma. Le sanctuaire du dieu aux mains multiples fut souillé par le massacre des animaux sacrés.
Les images des divinités furent brisées, et enfin le diamant tomba entre les mains d'un officier supérieur de l'armée du Mogol. Impuissants à ressaisir leur trésor à main armée, les 3 prêtres gardiens se déguisèrent pour le suivre et le surveiller à distance. Les générations se succédèrent, le guerrier sacrilège périt misérablement. Le diamant, portant toujours sa malédiction avec lui, passa d'un infidèle à un autre. Mais les prêtres ne se départirent jamais de leur mission, guettant patiemment le jour où la volonté de Vishnu les ferait rentrer en possession de leurs joyaux sacrés. Le XVIIIe siècle s'achevait lorsque les pérégrinations du diamant le mirent aux mains de Tippo, sultan de Seringapatam, qui le fit enchâsser au manche d'un poignard et placer dans son arsenal comme une de ses armes les plus précieuses. En ce lieu même, demeure du sultan, les 3 brahmines veillèrent sur la pierre de la lune. On racontait que 3 officiers de la maison de Tippo, étrangers et inconnus, avaient gagné sa confiance, en se conformant aux apparences du rite mahométan, et que ces 3 hommes n'étaient autres que les prêtres déguisés. Chapitre 3. Ainsi, chacun se contait dans le camp l'histoire fantastique du diamant. Elle ne fit d'impression sérieuse que sur mon cousin, qui était disposé à y croire par son amour du merveilleux. La nuit même de l'assaut donné à Seringapatam, il s'emporta ridiculement contre moi et contre d'autres camarades pour avoir traité le tout de fable. Une dispute fâcheuse s'ensuivit, et l'irascible caractère d'Erncastle lui fit perdre son bon sens. Il débita 1000 fanfaronnades et dit que si l'armée anglaise prenait la ville, nous verrions tous le diamant à son doigt. Un éclat de rire général salua cette déclaration, et l'affaire en resta là, du moins à ce que nous crûmes tous alors. Arrivons au jour de l'assaut. Dès le commencement de l'action, mon cousin et moi fûmes séparés. Je ne le vis ni au passage de la rivière, ni lorsque le drapeau anglais fut planté sur la brèche, ni enfin au moment où, passant le fossé, nous entrâmes dans la ville, disputant chaque pouce de terrain à nos ennemis. À la tombée de la nuit seulement, Erncastle et moi, nous nous rencontrâmes après que, la place étant conquise par nos troupes, le général Baird eut trouvé lui-même le corps de Tippo sous un amas de morts et de mourants. Nous faisions partie tous 2 d'un détachement chargé par le général d'empêcher le pillage et les scènes de désordre inhérentes à la prise d'une ville. Les traînards du camp se livraient à de déplorables excès. Enfin, les soldats découvrirent malheureusement, par une porte non gardée, le chemin de la salle du trésor, et, une fois qu'ils y eurent pénétré, s'y gorgèrent de joyaux et d'or. Erncastle et moi, nous nous trouvâmes réunis dans la cour extérieure du trésor, cherchant à faire respecter la discipline par nos soldats. Je m'aperçus sur l'heure que la violence de mon cousin était encore surexcitée par les scènes de carnage que nous venions de traverser. À mon avis, il était tout à fait incapable de remplir la mission qui nous avait été confiée. Il y avait passablement de désordre et de confusion dans la salle du trésor. Toutefois, je ne remarquai aucun acte de violence. On eût pu dire que nos hommes pillaient avec la gaieté d'enfants en vacances. Ils échangeaient des jeux de mots, des plaisanteries, et l'histoire du fameux diamant revenait en scène sous forme de lazzi. « Qui a pu trouver la paire de lune ?» Ce refrain était incessant et ne s'arrêtait parfois que pour redoubler sur d'autres points non encore explorés. Pendant que j'essayais vainement de remettre un peu d'ordre parmi cette troupe surexcitée, j'entendis des cris effroyables s'élever de l'autre côté de la cour. J'y courus, redoutant que les soldats n'eussent trouvé sur ce point un nouvel élément de destruction. Je parvins à une porte ouverte et vis les corps inanimés de 2 Indiens que, à leur costume, je reconnus pour être des officiers du palais. D'autres cris partant de l'intérieur, je me précipitai dans une pièce qui paraissait être un arsenal. Là, un autre Indien, mortellement blessé, s'affaissait aux pieds d'un homme dont je n'apercevais que le dos. Celui-ci se retourna en entendant mes pas, et je reconnus John Erncastle, une torche dans une main, et dans l'autre,
un poignard ruisselant de sang. Une pierre, disposée en pommeau à l'extrémité de la poignée, étincelait de mille feux à la lueur de la torche. L'Indien mourant se soutint sur les genoux, désigna le poignard tenu par mon cousin et dit en langue hindoue : « Le diamant de la lune tirera vengeance de vous et des vôtres. » En proférant cette dernière menace, l'Indien retomba mort. Les hommes qui m'avaient suivi, en traversant la cour, envahirent l'arsenal. Avant que j'eusse pu prendre un parti, Herncastle s'élança vers eux comme un fou furieux. « Dégagez la porte !» me cria-t-il, « et mettez-y une garde !» Les soldats reculèrent devant sa torche et son poignard. Abasourdi de cette singulière scène, je plaçai pourtant à la porte 2 sentinelles éprouvées et prises parmi les soldats de mon propre détachement. Pendant tout le reste de cette terrible nuit, je ne revis plus mon parent. Dès l'aube, comme le pillage continuait, le général Baird fit annoncer au son du tambour que tout voleur pris sur le fait serait pendu, quel que fût son grade. Afin de mieux en faire ressortir l'importance, le prévôt de l'armée appuyait de sa présence cet ordre du jour. Parmi la foule qui écoutait la proclamation, Herncastle et moi, nous nous trouvâmes face à face. Il me tendit la main, comme de coutume, en me disant « Bonjour ». J'attendis avant de la prendre, et lui dis « Donnez-moi donc d'abord quelques détails sur ce qui a causé la mort de l'Indien dans l'arsenal, et sur ce que signifiaient ces dernières paroles lorsqu'il désignait du geste le poignard que vous teniez à la main. »« Je pense, » répondit Herncastle, « que la mort de l'Indien est due à une blessure mortelle. Quant à ces dernières paroles, je ne sais rien de plus que vous. » Je le regardais fixement. Son exaltation de la veille avait disparu. Je voulus lui laisser encore une chance de s'ouvrir à moi. « Est-ce bien tout ce que vous avez à me dire ?» lui demandai-je. « Oui, c'est tout, » fut sa réponse. Je lui tournai le dos, et jamais, depuis, nous ne nous sommes parlé. Chapitre 4. Il est bien entendu que ce que j'écris ici sur mon cousin n'est destiné qu'à la famille, à moins que les circonstances n'en rendent la publication nécessaire. Herncastle n'a rien laissé échapper qui m'ait autorisé à instruire notre commandant des fortes préventions que j'avais conçues contre lui. On l'a plaisanté plus d'une fois sur le diamant en lui rappelant ses fanfaronnades à ce sujet la veille de l'assaut. Mais la situation qu'il a vis-à-vis de moi, depuis la scène de l'arsenal, suffit à lui faire garder le silence. On assure qu'il demande à changer de régiment dans le but avoué par lui de s'éloigner de moi. Que ce bruit soit fondé ou non, je ne puis me résoudre à devenir son accusateur public, et chacun, je crois, appréciera mes motifs. Je n'ai que des présomptions contre lui. Je ne pourrais même affirmer qu'il a tué les 2 premiers Indiens étendus à la porte, ni même le 3e dans l'arsenal, car je n'ai pas vu commettre le meurtre. Il est trop vrai que j'entendis les paroles du mourant, mais si mon cousin les attribuait au délire, comment pourrais-je contredire son assertion ? Je laisse donc nos parents communs se former une opinion d'après mon récit. Ils décideront si la version que j'éprouve maintenant pour cet homme est bien ou mal fondée. Bien que je n'attache aucune espèce d'importance à la fantastique légende du diamant, je dois avouer, avant de finir, que j'éprouve une frayeur superstitieuse à son sujet. C'est chez moi une conviction ou une illusion, peu importe, que le crime entraîne avec lui son châtiment. Je me sens convaincu de la culpabilité d'Herncastle, et je reste persuadé qu'il regrettera pendant sa vie, s'il conserve le diamant, la part qu'il a prise dans cette mystérieuse transmission, et que d'autres subiront la fatalité attachée à la pierre de lune s'ils l'acceptent de sa main. Nous verrons. L'histoire du diamant. Première période. Perte du diamant, 1848. Ces événements sont relatés par Gabriel Betteredge, intendant au service de Julia, Lady Verinder. Chapitre 1.
Dans la première partie de Robinson Crusoé, page 129, vous trouverez écrit « Alors je vis trop tard l'absurdité de tenter une entreprise avant d'en avoir calculé les charges et sans nous être rendu compte des moyens que nous avions de la mener à bonne fin. » Pas plus tard qu'hier, j'ouvris mon Robinson Crusoé à cette place, et ce matin, 21 mai 1850, le neveu de Milady, M. Franklin Blake, vint me trouver et eut avec moi la petite conversation qui suit. « Betteredge, » commença M. Franklin, « je suis allé chez l'avocat pour traiter d'affaires de famille, et, entre autres choses, nous avons parlé de la perte du diamant indien qui eut lieu dans la maison de ma tante, en Yorkshire, il va y avoir 2 ans. Monsieur Bruff pense, comme moi, que toute cette singulière histoire devrait, dans l'intérêt de la vérité, être mise par écrit, et que le plus tôt serait le mieux. » N'apercevant pas encore son but, et pensant que, dans l'intérêt de la paix, il est toujours désirable de partager l'avis d'un avocat, je dis que je voyais comme lui. Monsieur Franklin continua. « Vous savez que, grâce à l'affaire du diamant, la réputation de plusieurs innocents a déjà souffert. Celle d'autres personnes peut dans l'avenir être de nouveau soupçonnée, faute d'un exposé des faits qui puisse éclairer l'intelligence de ceux qui viendront après nous. Enfin, Betteredge, je crois que M. Bruff et moi sommes tombés d'accord sur la meilleure manière de mettre la vérité en évidence. » Tout cela pouvait les satisfaire infiniment, mais je ne découvrais pas en quoi cela me regardait. M. Franklin reprit. « Nous avons une série d'événements à raconter, et quelques-unes des personnes qui s'y trouvent mêlées sont en état d'en faire la narration. En partant de ce principe, nous avons songé que chacun de nous devrait écrire l'histoire de la pierre de lune en tant que nous y avons été mêlés, et rien de plus. Il faudrait montrer d'abord le diamant tombant entre les mains de mon oncle Herncastle lorsque, il y a 50 ans, il servait dans l'armée des Indes. Je possède déjà une sorte de préface à notre récit. C'est un ancien papier de famille, où la rédaction des faits est certifiée par un témoin oculaire. Puis on raconterait comment le diamant arriva en la possession de ma tante, il y a 2 ans, dans sa maison du Yorkshire, et comment il se fit que, moins de 12 heures après, la pierre de lune était perdue. Personne ne connaît aussi bien que vous, Betteredge, ce qui se passa dans la maison à cette époque. Nul n'est donc plus autorisé que vous à prendre la plume et à commencer notre récit. C'est ainsi que j'appris ce que j'avais à démêler dans l'affaire du diamant. Si vous êtes curieux de savoir quel parti je pris à ce moment, je vous annoncerai que je fis ce que probablement vous auriez fait à ma place. Je me déclarai humblement incapable d'entreprendre la tâche requise, bien qu'au fond, je fusse persuadé que je la remplirais fort bien si je laissais un libre essor à mes facultés personnelles. M. Franklin, j'imagine, dut lire sur mon visage mes sentiments intimes, car il refusa de croire à ma modestie et insista pour que je donnasse un libre cours à mon talent. 2 heures se sont écoulées depuis que M. Franklin m'a quitté. À peine a-t-il eu le dos tourné que je me suis assis à mon bureau afin d'entreprendre ma narration. Mais j'en suis encore là, bien perplexe, malgré mon intelligence naturelle. Je découvre ce qui a apparu aux yeux de Robinson dans les lignes citées plus haut, c'est-à-dire la folie d'entreprendre une tâche avant de nous être bien rendu compte de ses difficultés. Veuillez remarquer que j'ouvris le livre, par accident, à ce passage, et cela seulement la veille du jour où j'acceptais témérairement la difficile besogne que j'ai devant moi. Qu'est-ce qu'un pressentiment, si cela n'en est pas un? Je ne suis pas superstitieux. J'ai lu dans un temps une foule de livres, et je suis savant à ma façon. Bien qu'ayant dépassé 70 ans, je possède une bonne mémoire et des jambes à l'avenant. Donc, ne regardez pas mon opinion comme celle d'un ignorant, lorsque je vous dirai qu'un livre comme celui de Robinson Crusoé est unique dans son genre, et que personne n'en écrira plus jamais un semblable. J'ai eu recours à ce livre depuis nombre d'années, en accompagnant sa lecture de la fumée de ma pipe, et j'y ai trouvé une consolation pour toutes les difficultés de cette existence mortelle. Lorsque mon esprit s'attriste, Robinson Crusoé.
Ai-je besoin d'un conseil ? Encore Robinson. Autrefois, quand ma femme me tourmentait, maintenant, quand j'ai pris un petit verre de trop. Toujours Crusoé. Le croiriez-vous ? J'ai usé 6 exemplaires de Robinson. Lors du dernier anniversaire de la naissance de Milady, elle daigna m'en offrir un 7e. Prix 4 shillings et 6 pence. Un bel ouvrage relié en bleu, avec une gravure par-dessus le marché. Tout ce bavardage n'avance pas l'histoire du diamant, n'est-il pas vrai ? J'ai l'air de divaguer. Allons, prenons une nouvelle feuille de papier, et commençons sérieusement en vous présentant nos respects. Chapitre 2. J'ai parlé précédemment de Milady. Le diamant n'eût jamais pu arriver dans notre maison où il fut perdu si on n'en avait pas fait cadeau à la fille de Milady. Et la fille n'eût pas existé si sa mère ne l'avait mise au monde, avec l'aide de Dieu et beaucoup de peine et de soucis. Donc, si nous débutons par parler de Milady, nous serons certains de faire remonter notre histoire assez loin, et c'est une rassurante consolation lorsqu'on est chargé d'une besogne comme la mienne. Si vous avez quelque rapport avec le monde élégant, vous aurez entendu vanter les 3 belles Mrs. Herncastle, Miss Adélaïde, Miss Caroline et Miss Julia. Celle-ci, la dernière des 3 sœurs, était à mon avis la plus remarquable, et je pus en juger, comme vous le verrez. J'entrai au service de leur père, le vieux lord. Il n'est pas mêlé à l'histoire du diamant, et Dieu en soit loué, car si son caractère était vif, son bavardage était intarissable au même degré. J'entrai donc à l'âge de 15 ans dans la maison du vieux lord, comme page attaché au service des 3 jeunes demoiselles. Là, je vécus jusqu'au mariage de Miss Julia avec Sir John Verinder, homme excellent, mais demandant à être mené. Cela, soit dit entre nous, ne lui manqua pas. Et, qui plus est, il vécut heureux ainsi. Il gagna d'engraisser et mourut satisfait. Cela dura à partir du jour du mariage jusqu'à celui où Milady reçut son dernier soupir et lui ferma les yeux. J'ai oublié d'ajouter que je suivis la mariée sur les domaines de son époux. « Sir John, lui dit-elle, je ne puis me passer de Gabriel Betteredge. »« Milady, repartit Sir John, en ce cas, je ne saurais non plus vivre sans lui. » Ainsi agissait-il toujours avec elle, et c'est alors que j'entrai à son service. Du reste, il m'était indifférent d'être dans un lieu ou dans un autre, tant que je m'y trouvais avec ma maîtresse. Voyant que Milady prenait intérêt à l'exploitation de ses biens et aux travaux du dehors, je m'y mis avec zèle, et cela d'autant plus aisément que je suis le 7e enfant d'un petit fermier. Lady Verinder me plaça sous les ordres du régisseur. Je fis de mon mieux, on fut content de moi, et j'obtins de l'avancement en conséquence. Quelques années plus tard, un lundi, Milady disait « Sir John, votre régisseur devient un vieil incapable. Donnez-lui une bonne pension et accordez sa place à Gabriel Betteredge. » Le mardi suivant, Sir John répondait « Chère Lady Verinder, le régisseur a sa pension et j'ai donné sa place à Betteredge. » Vous n'entendez que trop souvent parler de gens mariés qui vivent malheureux ensemble. Voici un exemple du contraire, qu'ils servent d'avertissement à quelques-uns d'entre vous et d'encouragement aux autres. Poursuivons notre récit. On pourra me dire que rien ne manquait à mon existence. Occupant un poste d'honorable confiance, vivant dans mon petit cottage, parcourant la propriété dans mes matinées, tenant mes comptes l'après-dîner, avec Robinson Crusoé et ma pipe le soir pour me distraire, que pouvais-je désirer de plus ? Qu'il vous plaise vous souvenir de ce qui manquait à Adam, seul dans le paradis terrestre. Et si vous approuvez Adam, ne me blâmez pas d'avoir cherché une compagne. La femme sur laquelle se fixa mon choix était celle qui tenait mon petit ménage. Elle s'appelait Célina Goby. D'après l'opinion de défunt William Cobbett sur les mérites d'une femme, celle-ci remplissait les principales conditions. Elle jouissait d'un bon appétit et marchait avec une ferme allure. Mais j'avais, de plus, un motif tout personnel pour l'épouser.
Célina recevait de moi tant par semaine de gages, et je la nourrissais. Une fois devenue ma femme, elle ne me coûtait plus rien, et me rendait ses services gratuitement. Tel fut le point de vue auquel je me plaçais. La considération de l'économie jointe à une pointe d'amour. Je soumis mon appréciation, comme je la sentais, à ma maîtresse. « Je pense depuis un certain temps, lui dis-je, à Célina Gobi, et décidément, milady, je crois qu'il sera moins dispendieux pour moi de l'épouser que de la garder comme femme de ménage. » Lady Verinder éclata de rire, ne sachant ce qui la choquait le plus, ou de mes idées, ou de ma manière de m'exprimer. Elle voulut bien me plaisanter, comme ne peuvent se le permettre que les personnes de qualité. Je n'y compris qu'une chose, à savoir que j'étais libre de suivre mon inspiration, et j'allais de ce pas me proposer à Célina Gobi. Que répondit Célina ? « Seigneur, comme vous connaissez peu les femmes, si vous doutiez de sa réponse. Naturellement, elle dit oui. Mais, à mesure qu'approchait le moment où je devais me commander un habit neuf pour la cérémonie, le cœur commençait à me manquer. J'ai, du reste, fait causer ou eu occasion d'observer bien des hommes sur le point de franchir ce pas, et tous m'ont déclaré que, 8 jours avant, ils avaient désiré de se voir rendre leur liberté. Moi, j'allais plus loin, et je fis un effort pour reprendre mon indépendance. Non pas, certes, sans compensation pour ma future, car rien n'est plus juste que la prévoyance de la loi anglaise qui offre des dommages-intérêts à la femme dont on veut se débarrasser. Respectant donc les lois, et après entière réflexion, j'offris à Célina Gobi un lit de plumes et 50 shillings pour rompre le marché. Eh bien non, elle fit la folie de refuser. Le sort en était donc jeté. J'achetai mon habit le meilleur marché possible et me tirai de tout le reste le moins chèrement que je pus. Nous ne nous rendîmes pas fort malheureux, mais nous n'étions pas non plus un ménage très heureux. Tout cela se balançait. Par exemple, nous semblions toujours nous gêner mutuellement. Si l'un de nous montait, il rencontrait l'autre qui descendait, et toujours ainsi, avec les meilleures intentions du monde. C'est l'inconvénient de la vie des gens mariés. Après 5 années de malentendus perpétuels, il plut à la providence infinie de nous mettre d'accord en appelant ma femme dans un monde meilleur. Je restai avec ma fille Pénélope comme seul enfant. Peu après, Sir John mourut aussi, ne laissant à Lady Verinder que sa fille, Miss Rachel. Je vous aurais bien mal fait connaître mon excellente maîtresse si j'avais besoin de vous dire que ma Pénélope fut élevée sous sa surveillance, envoyée à l'école et enfin attachée au service de Miss Rachel lorsque son âge le lui permit. Quant à moi, je continuai de remplir mon emploi de régisseur d'année en année jusqu'en 1847, époque à laquelle il se fit, à la Noël, un grand changement dans ma vie. Ce jour-là, milady s'invita elle-même à prendre une tasse de thé seule avec moi dans mon cottage. Elle me fit remarquer qu'en calculant depuis l'année où j'avais commencé en qualité de page, du temps du vieux lord, son père, j'avais été plus de 50 ans à son service, et elle me remit un beau gilet de laine qu'elle avait tricoté elle-même pour me tenir chaud pendant les froids piquants de l'hiver. Je reçus ce présent magnifique sans savoir comment remercier ma maîtresse de l'honneur qu'elle m'avait fait. À ma grande surprise, il se trouva pourtant que le gilet m'était offert non pour m'honorer, mais pour me séduire. Milady avait découvert que je devenais vieux avant que je l'eusse découvert moi-même, et elle était venue me voir pour m'enjôler, si le terme m'est permis, et me faire échanger mes durs travaux de régisseur, qui me retenaient au dehors, contre les douces fonctions d'intendant, qui m'assuraient mes aises à l'intérieur de la maison pour le reste de mes jours. Je résistai aussi bien que je pus à l'indigne tentation de prendre mes invalides. Par malheur, ma maîtresse connaissait mon côté faible. Elle me dit que c'était un service à lui rendre. La discussion se termina là-dessus. Je m'essuyai les yeux comme une vieille bête, avec mon nouveau gilet de laine, et je dis que j'y réfléchirais. Mais quand je me mis à y réfléchir, après le départ de milady, mon esprit devint terriblement perplexe, et j'eus recours alors au remède qui m'a toujours réussi dans les cas douteux et critiques. J'allumai une pipe, et j'ouvris mon Robinson Crusoé.
Il n'y avait pas 5 minutes que je feuilletais ce livre extraordinaire, quand je tombais sur ce passage consolant, page 158. Nous aimons aujourd'hui ce que nous détestons demain. Ce fut un trait de lumière pour moi. Aujourd'hui, je voulais continuer d'être régisseur. Demain, s'il fallait en croire le Robinson Crusoé, je serais tout autrement disposé. Je n'avais qu'à me transporter au lendemain, pendant que j'étais disposé à accepter le lendemain. Et la chose fut faite. Mon esprit, une fois soulagé de cette manière, je m'endormis ce soir-là avec la qualité de régisseur de Lady Verinder, et je m'éveillai le lendemain matin avec la qualité d'intendant de Lady Verinder. Tout alla à merveille, et cela grâce à Robinson Crusoé. Ma fille Pénélope vient de regarder par-dessus mon épaule afin de lire ce que j'écris. Elle trouve le tout remarquablement rédigé et très exact, mais elle me soumet une observation juste. « On vous a demandé d'écrire l'histoire du diamant, et c'est le seul point dont vous n'ayez pas parlé. Vous n'avez fait encore que raconter votre propre histoire. » C'est parfaitement vrai, et je ne puis m'expliquer comment je m'y suis pris pour cela. Je me demande si ceux qui font leur métier d'écrire des livres se trouvent portés ainsi à faire l'histoire de leur vie. En ce cas, je les plains. Voilà bien du papier de gâté, un début inutile, et qui fait pourtant, si ce n'est de vous prier, amis lecteurs, de prendre patience, et pour moi, d'aborder sérieusement mon sujet, bien que j'en sois à la 3e reprise. Chapitre 3. La difficulté d'entrer en matière m'a amené d'abord, et sans résultat, à me gratter le front, puis à consulter ma fille Pénélope. De cet entretien, il a surgi une idée nouvelle. Pénélope pense que je devrais noter, jour par jour, ce qui s'est passé à la maison depuis le moment où nous apprîmes qu'on attendait une visite de M. Franklin Blake. Une fois que vous avez ainsi fixé votre mémoire avec une date, les événements viennent se grouper à cet appel avec une facilité merveilleuse. Mais comment retrouver toutes ces dates exactes ? Là, Pénélope offre de me les donner à l'aide de son journal qu'elle a appris à tenir régulièrement lorsqu'elle était à l'école. Là-dessus, je me proposais d'écrire l'histoire elle-même comme un extrait dudit journal. Mais elle rougit, prend un air offensé, et m'assure que ses souvenirs ne sont que pour elle seule, et que nul autre qu'elle n'y jettera les yeux. Je lui demande ce que cela signifie. Elle me répond « bagatelle », et je traduis cela par « amourette de jeune fille ». Je commence donc en suivant les indications de Pénélope. Je dirais que je fus appelée le matin du 24 mai 1848 dans le boudoir de Lady Verinder. « Gabrielle, me dit milady, voici des nouvelles qui vous surprendront. Franklin Blake est de retour de l'étranger. Il vient de passer quelque temps avec son père à Londres et nous arrive demain pour jusqu'au mois prochain afin de fêter le jour de naissance de Rachel. » Si j'eusse eu mon chapeau à la main, le respect seul m'eût empêché de le jeter au plafond. Je n'avais pas revu M. Franklin depuis son enfance, qu'il avait passé avec nous dans la maison. Autant que je pouvais m'en souvenir, il était le plus charmant garçon qui eût jamais cassé une vitre ou fouetté une toupie. Miss Rachel, qui était présente et à laquelle je soumis ses remarques, me répondit que, quant à elle, il lui avait laissé le souvenir d'un tyran en herbe, qui torturait ses poupées et n'épargnait ni le harnais ni le fouet aux petites filles devenues victimes de ses jeux. « Je brûle d'indignation, » fit en se résumant Miss Rachel, « et il me semble que j'ai encore une courbature lorsque je pense à Franklin Blake. » Ceci admis, vous me demanderez peut-être comment il se fait que M. Blake eût passé toute sa jeunesse à l'étranger. Je vous dirai que son père avait eu le malheur d'être le légitime héritier d'un duché, et de ne pouvoir en fournir les preuves. En 2 mots, voici l'histoire. La sœur aînée de milady épousa M. Blake, également célèbre par sa fortune et son grand procès. Je ne pourrai jamais énumérer pendant combien d'années il fatigua les tribunaux anglais de ses tentatives pour déposséder le duc et se mettre en ses lieux et places. Que d'avocats il enrichit, et combien de disputes il occasionna parmi des gens inoffensifs d'ailleurs, pour savoir s'il avait tort ou raison,
Sa femme mourut, puis 2 de ses enfants sur 3 qu'il avait, avant que les tribunaux se fussent décidés à ne plus prendre son argent et à le débouter de ses prétentions. Enfin, le duc, alors en possession, resta possesseur. À dater de ce jour, M. Blake trouva que le seul moyen de témoigner son dédain pour un pays qu'il avait traité ainsi était de le priver de l'honneur de contribuer à l'éducation de son fils. « Quelle confiance puis-je avoir dans les institutions de ma patrie, disait-il, après la manière dont les institutions de ma patrie se sont comportées envers moi. Ajoutez à cela que M. Blake ne pouvait souffrir la vue d'aucun enfant, y compris le sien, et vous comprendrez que, dès lors, il n'avait qu'un parti à prendre. M. Franklin nous fut enlevé et on l'envoya en Allemagne, pays dont les institutions et la supériorité intellectuelle offraient toute garantie à son père. Remarquez que, pendant ce temps, M. Blake restait confortablement en Angleterre pour augmenter le nombre des lumières du Parlement et publier un mémoire contre la mise en possession du duc, mémoire qui est resté inachevé jusqu'à ce jour. Dieu merci, nous voilà au courant de l'affaire de M. Blake père, et nous pouvons arriver enfin à celle du diamant. Le diamant nous ramènera du reste à M. Franklin, qui fut la cause innocente de l'introduction de ce malheureux joyau dans la maison. Notre cher garçon ne nous oubliait pas, malgré l'absence. Il écrivait de temps à autre, tantôt à Milady, tantôt à Miss Rachel, et enfin à moi. Nous avions fait ensemble une petite transaction par laquelle il m'avait emprunté une pelote de ficelle, un couteau à 4 lames et 7 shillings 6 pence, dont je n'ai jamais revu la couleur. Je dois avouer que toute sa correspondance avec moi roulait sur le désir de m'emprunter une somme plus forte. J'apprenais du reste, par Milady, comment il se conduisait sur le continent, à mesure qu'il prenait de l'âge et des forces. Lorsque le séjour de l'Allemagne lui eut fourni tout ce qu'il pouvait apprendre, il tourna ses pas vers la France, puis, se dirigeant sur l'Italie, il profita si bien de ces divers séjours qu'il devint une véritable merveille. Il écrivait un peu, faisait un peu de peinture, chantait, jouait de divers instruments et composait un peu de musique. Je suppose, en empruntant légèrement au talent d'autrui, puisqu'il avait pris l'habitude des emprunts, même vis-à-vis de moi. Il reçut à sa majorité la fortune de sa mère, 700 livres de revenus, mais il la dissipa comme par enchantement. Il semblait que les poches de M. Franklin fussent à jour, car l'argent coulait à travers. Par exemple, cette facilité de manières et de dépenses le faisait bien recevoir partout. Il vivait en tout lieu et nulle part. Son adresse semblait être, comme il le disait fort bien, poste restante, Europe. Garder la lettre jusqu'à ce qu'on la réclame. 2 fois, il se prépara à revenir en Angleterre, et les 2 fois, des femmes peu recommandables, sauf votre respect, l'arrêtèrent en chemin. La 3e fois fut la bonne, ainsi que vous l'apprend la conversation que Milady eut avec moi. Le mardi 25 mai, nous devions enfin revoir notre jeune garçon devenu un homme fait. Il était d'un bon sang, courageux et âgé, à mon compte, de 25 ans. Maintenant, je vous ai fait connaître M. Franklin Blake, autant qu'il m'était connu à moi-même, avant le moment où il revint chez nous. Le jeudi, il fit un admirable temps d'été, et Milady, n'attendant M. Franklin que pour l'heure du dîner, partit avec Miss Rachel pour aller goûter chez des amis du voisinage. Après leur départ, je donnai un coup d'œil à la chambre qui avait été tenue prête pour notre hôte, et m'assurai que rien n'y manquait. Puis, comme je cumulais chez Milady les fonctions de sommelier avec celles d'intendant, et cela sur ma demande instante, ne pouvant supporter de voir la cave du défunt Sir John en d'autres mains que les miennes, je descendis prendre une bouteille de notre fameux Bordeaux Latour et la mis au soleil pour la réchauffer jusqu'au dîner. Cela fait, je me traitais comme le vieux Bordeaux et pensais à aller me reposer sur mon fauteuil dans la cour, lorsque mon attention fut attirée par un léger son de tambour battant sur la terrasse située devant l'appartement de Milady. Je me dirigeai vers la terrasse et j'aperçus 3 Indiens reconnaissables à leur costume de mousseline blanche, occupés à examiner la maison. En m'approchant d'eux, je vis que les Indiens portaient à leur ceinture de très petits tambours. Derrière eux se tenait un enfant délicat,
dont les traits paraissaient ceux d'un Anglais et qui portait un sac à la main. Je jugeais que ces individus étaient des prestidigitateurs ambulants et que le gamin tenait les objets du métier. L'un de ces hommes se détacha du groupe et confirma mon opinion en m'adressant la parole en anglais et avec les manières les meilleures. Il demanda l'autorisation de déployer son talent d'escamotage devant la maîtresse du logis. Je suis loin d'être un vieillard morose, ennemi de la distraction ou plein de préjugés contre ceux qui ont le teint plus basané que le mien. Pourtant, j'avoue ma faiblesse lorsque toute l'argenterie d'une maison est étalée dans l'office. Son souvenir se présente à moi très vivement à la vue d'étrangers inconnus et dont les manières offrent l'apparence d'une si singulière supériorité. Sous le coup de cette impression, je commençai par prier nos élégants escamoteurs de quitter les jardins, leur assurant que la dame était sortie. L'Indien m'honora d'un superbe salut et disparut avec ses acolytes. À mon tour, je regagnai ma chaise, m'assis au soleil et tombai, sinon dans le sommeil, au moins dans un assoupissement qui y ressemblait fort. Je fus réveillé par ma fille Pénélope, qui accourait précipitamment vers moi comme si le feu était à la maison. Devinez ce qui l'amenait ? Elle exigeait que les 3 jongleurs indiens fussent immédiatement arrêtés, et cela parce qu'ils savaient de quelle personne nous attendions une visite, et qu'ils avaient l'air de machiner quelque chose contre M. Blake. Pour le coup, le nom de M. Franklin acheva de secouer ma torpeur. J'ouvris les yeux et dis à ma fille de s'expliquer plus clairement. Il ressortit ceci de son récit. Pénélope venait de quitter la maison du concierge où elle était à bavarder avec la fille de ce dernier. Ces 2 jeunesses virent passer les Indiens suivis du petit garçon, après que je les eus renvoyés. S'étant mis en tête sans motif valable, sauf que l'enfant était joli et délicat, que le gamin était maltraité par ces étrangers, les jeunes filles s'étaient glissées le long de la haie qui nous sépare de la route, et avaient observé de là les allures des Indiens placés de l'autre côté du chemin. Elles avaient vu ces derniers se livrer aux tours les plus étranges. D'abord, ils explorèrent la route, afin de s'assurer qu'ils étaient bien seuls. Cela fait, ils se retournèrent tous 3 vers la maison. Puis, une sorte de discussion s'engagea entre eux dans leur langue. Ils semblèrent se consulter, hésiter, et enfin se tournèrent vers leur petit guide anglais, comme si lui seul pouvait les tirer d'embarras. Alors, l'Indien chef, qui parlait anglais, dit à l'enfant « Étends la main ». Ici, ma fille Pénélope affirma qu'en entendant ces terribles paroles, elle ne sut ce qui empêcha son cœur de bondir hors de sa poitrine. Je pensai à part moi que ce ne pouvait être que son corset. Pourtant, je lui répliquai simplement « Vous me faites frissonner ». Notez que toutes les femmes aiment ces petits compliments à sensation. « Eh bien, reprit-elle, lorsque l'Indien eut répété « étends la main », l'enfant recula, secoua la tête et dit qu'il n'aimait pas cela. Alors le jongleur lui demanda, sans aucune dureté, s'il aimerait mieux retourner à Londres, y être abandonné là où on l'avait recueilli, dormant sur un vieux panier dans le marché, en haillons et mourant de faim. Cela, paraît-il, trancha la difficulté, et le pauvre petit tendit sa main, quoiqu'à regret. L'Indien, tirant une bouteille de ses vêtements, versa une sorte d'encre noire dans le creux de la main de l'enfant. Après quelques passes mystérieuses faites en l'air, il lui dit « Regarde ». Le garçon devint immobile et, raide comme une statue, regarda l'encre contenue dans sa main. Jusqu'à présent, le tout me parut à moi une sorte de jonglerie avec perte de bonne encre, et le sommeil m'envahissait de nouveau lorsque la suite du récit de Pénélope attira mon attention. Les Indiens explorèrent encore une fois la route des yeux, puis, s'adressant à l'enfant, leur chef reprit « Vois-tu le seigneur anglais qui vient de l'étranger ?» Et l'enfant répondit « Je le vois. » L'Indien demanda « Est-ce sur le chemin de cette maison que voyagera aujourd'hui l'anglais, et ne voyagera-t-il sur aucun autre ?» Le garçon répond « Oui, sur cette route et sur aucune autre. »
Alors l'Indien, après quelques moments de silence, reprend. Le seigneur anglais l'a-t-il sur lui? Après avoir à son tour laissé passer un instant, l'enfant dit « Oui ». Enfin, le jongleur pose une troisième et dernière question. Le voyageur anglais viendra-t-il ici aujourd'hui et vers la chute du jour, comme il l'a promis? Et l'enfant reprend « Je ne puis le dire ». L'Indien demande « Et pourquoi ?» Le petit ajoute « Je suis fatigué, le brouillard s'élève dans ma tête et me déroute. Je ne puis plus rien voir en ce moment. » Ainsi finit cet interrogatoire mystérieux. L'Indien parla à ses compagnons dans leur langue. Il désignait le jeune garçon et indiquait du geste la ville où, comme nous le découvrîmes plus tard, ils étaient logés. Enfin, après quelques passes, il souffla sur le front de l'enfant et celui-ci s'éveilla en sursaut. Ils s'acheminèrent ensuite tous ensemble vers la ville et les jeunes filles ne les virent bientôt plus. Toute chose contient, dit-on, sa moralité, pour peu qu'on se donne la peine de la chercher. Quelle était la morale de tout cela? Je pensais, premièrement, que le jongleur en chef avait entendu parler de l'arrivée de M. Franklin par les serviteurs du dehors, et qu'il cherchait à attraper de lui quelque argent. Deuxièmement, que dans ce but, lui et ses acolytes voulaient rôder sur le domaine, guetter le retour de Milady et lui annoncer l'arrivée de M. Franklin sous couleur de sorcellerie. Troisièmement, que Pénélope les avait surpris répétant leur rôle pour la farce à jouer. Quatrièmement, que je ferais bien de veiller ce soir sur l'argenterie. Cinquièmement, que Pénélope ferait bien, elle aussi, de se calmer et de laisser son père se reposer au soleil. Ces divers points de vue me semblaient tous rationnels, mais si vous connaissez quelque chose à la manière de raisonner des jeunes femmes, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Pénélope ne voulut accepter aucune de ces hypothèses. À en croire ma fille, la conclusion à tirer de l'incident était des plus graves. Elle me ramena à la troisième question de l'Indien. Le voyageur anglais l'a-t-il sur lui? « Oh, mon père, dit Pénélope, joignant les mains, ne plaisantez pas là-dessus. Que peut signifier « l'a-t-il » ? Ma chère enfant, nous le demanderons à M. Franklin lorsqu'il sera ici, si vous pouvez attendre jusqu'à son arrivée. Je pris un air moqueur pour lui faire voir que je riais, mais Pénélope, ne perdant pas son sérieux, commença à m'agacer les nerfs. « Que voulez-vous que M. Franklin en sache, au nom du bon Dieu ?» lui demandai-je. « Informez-vous-en auprès de lui, » poursuivit Pénélope, « et nous verrons s'il traitera mon récit de plaisanterie. » Sur ce dernier avertissement, ma fille me laissa à ma réflexion. Je me proposais de questionner M. Franklin rien que pour satisfaire Pénélope. Je dirai plus tard le résultat de notre entretien. Mais comme je ne veux pas jouer avec votre légitime impatience, je vous préviens d'avance que vous ne trouverez pas l'ombre d'une plaisanterie dans la conversation que nous eûmes au sujet des jongleurs. À ma grande surprise, M. Franklin prit la chose comme Pénélope, très sérieusement. Et vous jugerez jusqu'à quel point lorsque vous saurez que, selon lui, le mot « l'a-t-il sur lui » se rapportait à la pierre de lune. Chapitre 4. Je regrette vraiment de vous retenir près d'un vieillard assoupi, d'un fauteuil et d'une cour située au soleil, tous objets, je le sais, de mince intérêt. Mais il faut procéder par ordre. Résignez-vous donc à me suivre encore un peu, jusqu'à l'arrivée de M. Franklin Blake, qui n'eut lieu que dans le courant de la soirée. Avant que j'eusse eu le temps de reprendre ma sieste interrompue par Pénélope, un bruit de vaisselle dans l'office des domestiques m'avertit que leur dîner était servi. Mangeant à part dans ma chambre, je n'avais qu'à leur souhaiter un bon appétit, et je me disposais encore une fois au repos. J'étendais mes jambes lorsqu'une femme se jeta de nouveau sur moi. Non pas ma fille cette fois, mais Nancy, la fille de cuisine. Elle dut me demander de la laisser passer, car je me trouvais placé sur son chemin. Je remarquai alors son air grognon,
chose que, comme chef de la domesticité, j'ai pour principe de ne jamais tolérer sans en demander le motif. « Qu'y a-t-il donc, Nancy ?» lui dis-je. « Et pourquoi tourner le dos au dîner ?» Nancy essaya de passer sans répondre. Mais je me levai et lui pris le bout de l'oreille. C'est une bonne grosse fille et j'ai adopté cette petite familiarité pour indiquer que je suis personnellement satisfait d'une des femmes de la maison. « Qu'y a-t-il » répétai-je. « Rosanna est encore en retard, » fut la réponse. « Et il faut que j'aille la chercher pour dîner. Tout le gros de l'ouvrage tombe sur mon dos dans cette maison. Laissez-moi aller, monsieur Betteredge. » La personne en question était notre seconde housemaid. Elle m'inspirait une sorte de pitié. Vous saurez tout à l'heure pourquoi. Aussi, voyant à l'air de Nancy que cette fille lui parlerait plus rudement qu'il n'était nécessaire, je pensais que, puisque je n'avais rien à faire moi-même, je pourrais bien aller quérir Rosanna et l'engager à être plus exacte. Je savais que, venant de moi, cette petite remontrance serait bien accueillie. « Où est Rosanna ?» demandai-je. « Sur le sable, comme de coutume, sans doute, » dit Nancy en haussant les épaules. « Elle a eu encore un de ses évanouissements ce matin et a demandé à aller prendre l'air. On perd patience avec toutes ces grimaces. »« Allez dîner, ma fille, » lui dis-je. « Moi qui me sens de la patience, je vais aller voir après elle. » Nancy, qui a un bel appétit, parut très satisfaite. Lorsqu'elle est contente, elle devient vraiment agréable. Aussi la pris-je sous le menton. Ce n'est point un penchant immoral chez moi, affaire d'habitude. Je pris ma canne et partis pour les bancs de sable. Et non, nous ne partons pas encore. Je regrette de vous retenir, mais il faut que vous entendiez l'histoire des sables, et celle de Rosanna, par la raison que l'une et l'autre se lient à celle du diamant. En vérité, je fais de mon mieux pour avancer dans ma narration, et toujours je suis arrêté en chemin. Mais les gens et les choses semblent surgir pour vous contrarier. Tous veulent être pris en considération. Donc, armez-vous de patience. Moi, je me hâterai, et je vous promets que vous serez bientôt parvenu au plus épais du mystère. Vous saurez que Rosanna était la seule servante nouvelle de la maison. Environ 4 mois avant les événements que je raconte, Milady étant à Londres, alla visiter une maison de refuge, où l'on s'appliquait à moraliser les femmes sorties de prison pour les empêcher de retomber dans leurs mauvaises habitudes. La directrice, voyant l'intérêt que Milady prenait à l'établissement, lui désigna une jeune fille du nom de Rosanna Spearman, et lui raconta une triste histoire, que je n'ai pas le courage de répéter ici, car je n'aime pas, ni vous non plus sans doute, à chercher des impressions pénibles sans nécessité. Bref, Rosanna avait volé, et comme elle n'appartenait pas à cette classe d'escrocs qui montent des compagnies dans la cité pour pratiquer le vol sur une vaste échelle, la loi a pu l'atteindre, la mettre en prison, et ensuite l'abandonner au diable, auquel elle échappa par le moyen du refuge. Dans l'opinion de la directrice, en dépit de sa faute, cette fille était une nature exceptionnelle, et il ne lui fallait qu'une occasion pour se montrer digne de l'intérêt qu'une femme chrétienne lui témoignerait. Milady, qui était une parfaite chrétienne, dit à la directrice : « Cette occasion, je me charge de la fournir à Rosanna Spearman en l'engageant à mon service. » Une semaine plus tard, Rosanna entra dans notre maison comme seconde housemaid. Personne ne sut un mot du passé de Rosanna, sauf Miss Rachel et moi. Milady me faisant l'honneur de me consulter sur beaucoup de points, je le fus sur celui-ci. J'avais pris de feu Sir John l'habitude d'acquiescer toujours à ce que faisait Milady. Aussi n'eus-je pas de peine à être de son avis au sujet de Rosanna Spearman. Jamais personne n'eut une plus belle chance de réformer sa vie passée que cette pauvre fille. Aucun des domestiques ne pouvait la lui reprocher, puisque tous l'ignoraient. Elle touchait ses gages, avait la même liberté que ses compagnes, et souvent un petit mot d'encouragement de Milady, donné en particulier.
En retour, je dois dire qu'elle sut reconnaître ses bons traitements. Bien que peu forte et sujette aux évanouissements qui impatientaient Nancy, elle accomplissait sa tâche modestement et tranquillement, sans jamais se plaindre et avec tout le soin possible. Malgré tout cela, elle ne put se faire bien voir des autres femmes de la maison, sauf de ma fille Pénélope, qui fut toujours bonne pour elle, quoique sans intimité. Je ne sais vraiment ce qui offensait de sa part ses compagnes. Elle n'était certes pas belle, et ne pouvait exciter leur jalousie. Outre qu'elle était la plus laide d'entre elles toutes, elle avait une épaule plus forte que l'autre. Je crois que ce qui agaçait tant nos domestiques, c'était son silence et ses goûts de solitude. Elle lisait et travaillait dans ses heures de loisir, alors que les autres bavardaient, et quand arrivait son tour de sortie, 9 fois sur 10, elle prenait tranquillement son chapeau et allait se promener seule. Elle ne se disputait ni ne se piquait aisément, mais elle se tenait à distance, obstinément, bien que sans hauteur. Ajoutez-y que, quoique sa mise fût celle d'une domestique, il y avait dans sa personne un je ne sais quoi de vraiment distingué. Cela tenait-il à sa voix ou à l'expression de sa figure ? Tout ce que je puis dire, c'est que toutes les femmes tombèrent sur elle dès le premier jour. Fort injustement, à mon avis, et déclarèrent que Rosanna Spearman se donnait des airs ridicules. Maintenant que je vous ai raconté l'histoire de Rosanna, je n'ai plus qu'à signaler une des nombreuses bizarreries de cette étrange fille. J'y viendrai après avoir dit quelques mots des sables. Notre maison est située sur la côte du Yorkshire et tout près de la mer. Les belles promenades se rencontrent dans tous les sens, sauf dans un. Et ce chemin-là, j'en conviens, est abominable. Il vous mène pendant un quart de mille à travers une chétive plantation de sapins au bord de la plus triste petite baie de la côte que longent des rochers bas et solitaires. Les bancs de sable descendent vers la mer et se terminent par 2 pointes de rochers qui s'avancent vis-à-vis l'un de l'autre, jusqu'à ce que vous les perdiez de vue dans l'eau. L'un de ces rocs se nomme la pointe du nord et l'autre la pointe du sud. Entre les deux, changeant d'arrière à avant pendant de certains temps de l'année, se trouvent les plus terribles sables mouvants des rives du Yorkshire. À la marée descendante, il se passe dans ces profondeurs inconnues quelque chose d'étrange qui fait frémir et bouillonner tout le sable mouvant d'une façon curieuse à observer, et qui a donné à ce lieu, parmi les gens du pays, le nom de sable tremblant. Un grand banc, à un demi-mille de distance, près de l'ouverture de la baie, brise la force de l'océan arrivant du large. Hiver comme été, lorsque le flux couvre les sables mouvants, la mer semble arrêter ses vagues sur le banc, et l'eau envahit silencieusement les sables tremblants, agités seulement d'un long frémissement. Endroit triste et désert, je vous l'assure. Aucune barque ne s'aventure près de là. Les enfants du hameau de pêcheurs, nommé le Cobb's Hole, n'y viennent point jouer, et les oiseaux même du ciel semblent fuir les sables tremblants. Ce qui passe croyance, c'est qu'une jeune femme, ayant 100 promenades agréables à sa disposition, et de la compagnie pour se distraire, préfère ce vilain trou et vienne là lire et travailler toute seule. Il n'en est pas moins vrai, expliquez-le comme vous pourrez, que cette jolie retraite était la promenade favorite de Rosanna, sauf lorsqu'elle allait jusqu'à Cobb's Hole pour y voir la seule amie qu'elle possédât dans le pays et sur laquelle nous reviendrons plus tard. Je me mis donc en marche pour rejoindre Rosanna dans le lieu présumé de sa retraite et pour l'envoyer dîner. Nous voici revenus, vous le voyez, au point de départ de mon histoire des sables. Je ne vis aucune trace de la jeune fille sous les sapins. Lorsque j'arrivai sur le rivage, je la trouvai couverte d'un grand manteau gris qu'elle portait toujours pour dissimuler, autant que possible, la difformité de son épaule, la tête coiffée de son petit chapeau de paille. Elle était seule, occupée à contempler les sables mouvants et la mer. Elle tressaillit à mon approche et détourna la tête. Je la retournai de mon côté, n'admettant pas plus cette manière de ne pas me regarder en face que la mauvaise humeur sans cause. Et je vis qu'elle pleurait.
Je tirai gracieusement de ma poche mon mouchoir, un des 6 foulards hors ligne que m'avait donné milady, et le tendis à Rosanna en lui disant « Asseyez-vous sur le sable près de moi, ma chère. Séchez vos yeux d'abord, puis veuillez m'apprendre la cause de vos larmes. Quand vous serez arrivé à mon âge, vous verrez que de s'asseoir sur le bord du rivage est un travail plus long que vous ne le croyez maintenant. » Pendant le temps que je mis à m'installer, Rosanna avait déjà essuyé ses yeux avec un vulgaire mouchoir de cotonnade. Elle semblait tranquille, mais malheureuse. Elle s'assit pourtant près de moi. « Si vous voulez consoler une femme qui pleure, prenez-la sur vos genoux. Ce moyen ne manque presque jamais son effet. » Je songeais bien à cette méthode, mais vrai, là, Rosanna n'était pas Nancy. Je lui dis alors « Voyons, mon enfant, pourquoi vous désolez-vous ainsi ?»« Je pleure les années passées, monsieur Betteredge, » repartit doucement Rosanna. « Ma vie d'autrefois revient si souvent à ma mémoire. »« Allons, allons, ma bonne fille, » repris-je. « Votre vie passée est effacée. Pourquoi vous obstiner à y songer ?» Elle prit un des revers de mon habit entre ses mains. « Je suis un vieillard un peu négligé dans ma mise, et souvent je donne à boire ou à manger à mes vêtements. L'une ou l'autre des femmes nettoie mes taches. Or, justement, la veille, Rosanna s'était chargée d'enlever une tache de graisse avec une nouvelle composition trop vantée. La graisse avait disparu, mais la tache se voyait, bien que légère. Rosanna me la montra du doigt en secouant la tête. « La tache a été enlevée, » dit-elle, « mais la trace se voit, monsieur Betteredge. » Une remarque si concluante laissait peu de choses à répondre. D'ailleurs, mon silence s'augmentait en voyant l'expression des yeux bruns de Rosanna, le seul de ses traits qui fût réellement agréable. Leur regard me rendait indulgent envers cette pauvre créature qui semblait se dire que ma vieillesse heureuse et l'estime qu'on m'accordait ne seraient jamais son lot. Me sentant peu habile à la consoler, je pris le parti de l'engager à venir dîner. « Aidez-moi à me soulever, » lui dis-je. « Vous êtes en retard pour le dîner, et j'étais venu pour vous chercher. »« Vous, monsieur Betteredge, » répondit-elle. « On avait envoyé Nancy près de vous, » répliquai-je, « mais j'ai pensé, ma chère, que vous aimeriez peut-être mieux subir ma remontrance que la sienne. » Au lieu de m'aider à me lever, la pauvre femme prit timidement ma main et la pressa. Elle fit de son mieux pour ne pas pleurer, et y réussit, ce dont je lui suis gré. « Vous êtes bien bon, monsieur Betteredge, » fit-elle. « Je ne me soucie pas de dîner aujourd'hui. Laissez-moi rester encore un moment ici. »« Qu'est-ce qui vous plaît, ici ?» demandai-je. « Et que trouvez-vous donc d'attrayant dans cet éternel but de promenade ?»« Quelque chose m'attire là, » dit Rosanna, désignant les sinuosités des sables. « Je tâche de m'en défendre, et je ne puis. Parfois, » ajouta-t-elle à voix basse, et comme effrayée de ses pensées, « parfois, monsieur Betteredge, je crois que ma tombe m'attend ici. »« Allez donc dîner, » lui dis-je, « c'est le rôti de mouton et le pudding qui vous attendent là-bas. Voilà les belles idées, Rosanna, qui sortent d'un estomac vide. » Je parlais sévèrement, car je m'indignais, à mon âge, qu'une jeune femme de 25 ans parlât de sa faim comme prochaine. Elle ne parut pas m'entendre. Sous l'empire d'une sorte de rêverie, Rosanna mit sa main sur mon épaule et me contraignit à rester assis près d'elle. « Je crois que ce lieu, » poursuivit-elle, « a une étrange influence sur moi. J'en rêve toutes les nuits. J'y pense lorsque je travaille. Vous savez, monsieur Betteredge, si je suis reconnaissante envers milady et envers vous, si j'ai cherché à me montrer digne de votre estime, eh bien, je me demande si cette vie n'est pas trop douce, trop punie pour une femme comme moi, après tout ce que j'ai traversé. Je me sens plus isolée au milieu des domestiques, me sachant si différente d'eux,
que lorsque je suis seule ici. Milady ne peut le deviner. La directrice du refuge ne soupçonne pas tout ce que la vue d'honnêtes gens contient de reproches pour une créature tombée. Ne me grondez pas, là, vous serez bien bon. Je fais bien mon ouvrage, n'est-ce pas? Je vous en prie, ne dites pas à Milady que je me déplaise ici. Cela n'est pas. Mon esprit est troublé, voilà tout. Tout à coup, sa main quitta mon épaule, et elle montra d'un geste rapide le sable mouvant. « Voyez !» s'écria-t-elle. « N'est-ce pas bien étrange? J'ai vu cela 100 fois, et le spectacle en est aussi nouveau pour moi qu'au premier jour. » Je regardais ce qu'elle me désignait. La marée montait, et le sable commençait à frémir. Sa large et sombre étendue se souleva lentement, puis se rida, et enfin se mit à trembler. « Savez-vous ce que cela me représente ?» dit Rosanna, qui me ressaisit par le bras. « Il me semble voir des milliers d'infortunés, suffoquant sous le sable, cherchant à remonter et s'enfonçant de plus en plus dans l'abîme. Jetez-y une pierre, monsieur Betteredge. Jetez-la, et voyons le sable l'attirer, puis la couvrir et l'étouffer. » En voilà un bavardage malsain pour l'esprit. Et tout cela parce que l'estomac vide excitait le cerveau. Dans l'intérêt même de cette pauvre enfant, je m'apprêtais à lui répondre d'une façon assez rude, lorsque je fus arrêté net par une voix qui m'appelait par mon nom à travers les sables. « Betteredge !» criait-on. « Où êtes-vous ?»« Ici, » répondis-je, sans soupçonner qui me hélait. Rosanna sauta sur ses pieds et se mit à regarder du côté d'où partait l'appel. Je me disposais à me lever aussi quand je fus frappé du changement soudain qui s'était opéré sur le visage de cette fille. Son teint devint d'un rouge vif que je ne lui avais jamais vu auparavant. Sa physionomie s'éclaira en quelque sorte d'une surprise inouïe. « Qui est-ce donc ?» dis-je. Rosanna répéta ma question, se parlant doucement à elle-même. « Oh, qui est-ce ?» Je me retournai et je regardai derrière moi. J'aperçus, venant à nous à travers les collines, un jeune gentleman, aux yeux brillants, vêtu d'un costume de couleur fauve, une rose à la boutonnière, et avec un sourire qui eût dû désarmer les sables tremblants eux-mêmes. Avant que je pusse me mettre debout, il se jeta sur le sable près de moi, me passa les bras autour du cou et, selon la mode étrangère, me donna une embrassade à m'étouffer. « Mon bon vieux Betteredge, dit-il, je vous dois 7 shillings 6 pence. Savez-vous maintenant qui je suis ? Le bon Dieu nous bénisse. C'était M. Franklin Blake que nous avions sous les yeux 4 heures plus tôt qu'on ne l'attendait. Avant que j'eusse retrouvé la parole, je vis M. Franklin, avec l'apparence de la surprise, porter ses regards de moi sur Rosanna. Je suivis ses yeux à mon tour et la considérai. Elle rougissait de plus en plus, sans doute depuis que M. Franklin l'envisageait. Puis, tout à coup, elle se retourna et nous laissa là subitement, en proie à une émotion incompréhensible, sans même faire la révérence au gentleman, ni m'adresser un mot. Cette manière insolite d'agir était bien extraordinaire chez elle, car j'ai rarement rencontré une servante plus convenable et plus polie. « Singulière fille, » dit M. Franklin. « Je ne sais ce qui lui a paru si bizarre en moi. »« Je suppose, monsieur, » répliquai-je en faisant allusion à son éducation étrangère, « que c'est le vernis des pays lointains. » Je note ici la question banale de M. Franklin, et ma niaise réponse, comme pouvant servir de consolation à tous les gens sans esprit, car j'ai remarqué qu'il y a une certaine satisfaction pour les gens inférieurs à voir qu'en beaucoup d'occasions leurs supérieurs ne déploient pas plus de finesse qu'eux. Or, ni M. Franklin, avec sa brillante éducation reçue à l'étranger, ni moi, avec mon âge, mon expérience et mon esprit naturel, n'eûmes un soupçon de ce que signifiait la singulière attitude de Rosanna Spearman. Nous ne songions plus à elle, pauvre fille, alors que son manteau gris avait à peine disparu derrière les sables. Que nous importe enfin ? Direz-vous, avec quelque raison,
continuez à me lire aussi patiemment que possible, et peut-être vous plaindrez Rosanna Spearman, comme je la plaignis quand je découvris la vérité. Chapitre 5. Mon premier soin, dès que nous nous trouvâmes seuls, fut de chercher pour la 3e fois à me mettre sur mes pieds. Monsieur Franklin m'arrêta. « Cet affreux site a au moins un avantage, dit-il, nous y sommes parfaitement seuls. Restez en place, Betteredge, j'ai à vous parler. » Pendant ce temps, je regardais l'homme que j'avais devant mes yeux, et je cherchais à retrouver en lui quelques traces de l'enfant que j'avais connu. Mais l'homme fait me déroutait. J'avais beau le considérer, je ne revoyais pas plus les joues roses du gamin que sa petite jaquette. Son teint pâle, la barbe et les moustaches brunes qui couvraient la partie inférieure de son visage excitaient ma surprise. Il avait des manières agréables, dégagées, mais qui ne pouvaient se comparer avec sa franche gaieté d'autrefois. Pour compléter ma déception, il promettait d'être grand, et n'avait pas tenu cet espoir. M. Blake était mince, bien fait, mais à peine au-dessus de la taille moyenne. En somme, les années qui s'étaient écoulées n'avaient rien laissé subsister de lui, sauf des yeux francs et brillants. Ce trait me rendant notre bon garçon d'autrefois, je m'arrêtai dans mes investigations. « Vous êtes le bienvenu dans la vieille demeure, monsieur Franklin, dis-je, et d'autant plus le bienvenu que vous êtes arrivé quelques heures plus tôt que l'on ne vous attendait. » J'avais une raison pour devancer le moment, reprit monsieur Franklin. Je soupçonne, Betteredge, que j'ai été épié, puis suivi à Londres pendant 3 ou 4 jours. J'ai donc voyagé le matin au lieu de prendre le train de l'après-midi, parce que je tenais à dépister un certain étranger à la peau bistrée. Ces mots me frappèrent de surprise. Les 3 jongleurs, l'opinion émise par Pénélope qu'ils agissaient contre M. Franklin Blake, tous ces souvenirs passèrent devant moi avec la rapidité de l'éclair, et je m'écriai « Qui peut vous suivre, monsieur, et dans quel but ?»« Parlez-moi des 3 Indiens qui sont venus ici aujourd'hui, » dit M. Franklin sans relever ma question. « Il est plus que probable que mon étranger et vos 3 jongleurs ne sont qu'une tête dans un même bonnet. »« Comment avez-vous appris l'existence des Indiens, monsieur ?» insistai-je. J'entassai question sur question, ce qui est d'un homme mal élevé, mais, vous le savez, on pêche faute de savoir-vivre suffisant. Donc, excusez-moi. « J'ai vu Pénélope à la maison, » me dit M. Franklin, « et c'est d'elle que je tiens mes informations. Votre fille promettait d'être jolie, Betteredge, et elle a tenu parole. Elle a une charmante oreille et un petit pied. Tient-elle ces avantages extérieurs de Mrs. Betteredge ? » « Défunte Mrs. Betteredge possédait surtout des défauts, monsieur, répondis-je. L'un des plus considérables, si vous me permettez de le signaler, était de ne jamais suivre une idée. Elle semblait plus tenir de la mouche que de la femme, et ne pouvait se fixer un seul instant. Comme ce caractère m'eût convenu, repartit M. Franklin, je ne puis non plus m'arrêter sur quelque point que ce soit. Betteredge, vos facultés sont plus actives que jamais. Aussi, votre fille, me disait-elle, lorsque je lui demandais des détails sur les jongleurs, « Mon père vous les donnera, monsieur, car il raconte admirablement, et sa mémoire est surprenante pour son âge. » Ce sont les propres paroles de Pénélope, qui rougissait à ravir. Mon respect pour vous ne m'a pas empêché de... Enfin, passons. Je l'ai connue enfant, et elle ne s'en trouvera pas plus mal pour cela. Voyons, redevenons sérieux. Que faisaient ces Indiens ? Je me sentais assez mécontent de ma fille. Non parce qu'elle s'était laissée embrasser par M. Franklin, ce n'était pas là une affaire, rien de plus naturel, mais je trouvais ridicule qu'elle se fût avisée de me mettre en demeure de raconter moi-même sa sotte histoire. Je ne pouvais maintenant y échapper. La gaieté de M. Franklin s'éteignit à mesure que mon récit se déroulait. Il fronçait les sourcils et tourmentait ses moustaches. Lorsque j'eus fini, il me fit répéter 2 des questions que le chef des jongleurs avait posées au jeune garçon, comme s'il eût voulu les graver dans sa mémoire. Est-ce sur cette route, et sur aucune autre, que le gentleman anglais doit voyager aujourd'hui ? Le gentleman l'a-t-il sur lui ? Je soupçonne, poursuivit M. Franklin, tirant de sa poche un petit paquet cacheté, que l'a-t-il se rapporte à ceci. Et ceci, Betteredge.
signifie le fameux diamant de mon oncle Herncastle. Grand Dieu, monsieur, m'écriai-je, comment vîntes-vous à être chargé du diamant du méchant colonel ? Par une clause de son testament, le méchant colonel a légué son diamant comme cadeau de jour de naissance à ma cousine Rachel, répondit M. Franklin. Et mon père, en qualité d'exécuteur testamentaire du colonel, m'a donné la mission de l'apporter ici. Si la mer, qui alors caressait doucement les sables mouvants, se fût changée en terre ferme sous mes yeux, je ne crois pas que j'eusse éprouvé plus de surprise qu'en entendant M. Franklin. « Le diamant du colonel laissé à Miss Rachel, dis-je, et votre père, son exécuteur testamentaire ? Mais j'aurais parié qu'il n'eût pas voulu toucher le colonel avec des pincettes. » L'expression est un peu forte, Bettridge. Qu'y avait-il à dire contre le colonel ? C'était un homme de votre temps et non du mien. Dites-moi ce que vous savez de lui. Moi, je vous conterai comment mon père devint son exécuteur testamentaire, et quelque chose de plus. J'ai fait, à Londres, des découvertes, au sujet de l'oncle Herncastle et de son diamant, qui ne sont pas belles à mes yeux, mais j'ai besoin de votre témoignage. Vous venez de le nommer le méchant colonel. Fouillez un peu votre mémoire, mon vieil ami, et dites-moi pourquoi. Je vis qu'il parlait sérieusement, et je lui racontai ce que je savais. Ici se place ce que j'ai écrit précédemment pour vous mettre bien au courant de l'histoire du colonel. Veuillez y porter toute votre attention, ou vous ne pourriez suivre le fil de cette aventure. Mettez de côté les préoccupations, quelles qu'elles soient, du dîner, des enfants ou d'une nouvelle toilette. Voyez si vous pouvez oublier la politique, les chevaux, la bourse et vos discussions de club. Ne prenez pas ma liberté en mauvaise part, il ne s'agit pour moi que de réveiller mes aimables lecteurs. Seigneur, est-ce que je ne vous ai pas vu tenant un volume des auteurs les plus célèbres entre vos mains ? Est-ce que je ne sais pas combien votre attention est mobile quand il s'agit d'un livre et non d'une personne ? J'ai parlé, en commençant ma narration, du père de Milady, le vieux lord, à la langue si longue et à la patience si courte. Il eut 5 enfants. D'abord 2 fils, puis longtemps après, sa femme lui donna les 3 jeunes ladies, dont la naissance se suivait de fort près, d'aussi près que la nature le permet. Ma maîtresse, comme je l'ai déjà dit, était la plus jeune, mais aussi celle qu'on trouvait la plus agréable des 3 sœurs. L'aîné des fils, Arthur, hérita du titre et des terres. Le second, l'honorable John, reçut d'un parent une belle fortune et entra dans l'armée. C'est, dit-on, un vilain oiseau que celui qui salit son nid. Je considère la noble famille des Herncastle comme mon nid. Aussi, je demande la permission de ne pas entrer dans trop de détails au sujet de l'honorable John. Il était, j'en ai la conviction, un des plus grands coquins qui ait existé, et je ne puis vraiment le juger autrement. Il débuta dans l'armée par entrer dans la garde. Il lui fallut quitter ce corps à 22 ans, peu importe pour quel motif. Il suffira de savoir qu'on est fort sévère dans l'armée, et que cette rigidité ne put convenir à l'honorable John. Il passa dans l'armée des Indes, afin d'essayer du service actif, et aussi afin de savoir si l'on y était plus coulant sur la discipline. Quant à la bravoure, rendons-lui justice. Il réunissait l'audace du bulldog à celle du coq de combat, avec quelque chose de la ruse du sauvage. Il se trouvait à la prise de Seringapatam. Peu après, il changea de régiment et, par la suite, permuta encore pour un autre. Dans ce dernier, il acquit le grade de lieutenant-colonel, fut frappé en plus d'une fièvre cérébrale et revint enfin en Angleterre. Il était précédé d'une réputation qui lui ferma les portes de sa famille. Milady, après avoir pris l'avis de Sir John, déclara que son frère ne mettrait jamais le pied chez elle. Plus d'une tâche ternissait le caractère du colonel, mais les vilaines actions qu'il commit pour obtenir la possession du diamant sont les seules qui doivent m'occuper ici. On prétendait qu'il avait acquis ce diamant par des moyens que, si cynique qu'il fût, il n'osait pas avouer lui-même. Il ne chercha jamais à le vendre, car il n'avait point besoin d'argent, et d'ailleurs, disons-le, il n'attachait pas de prix à la fortune. Il ne le donna point non plus, et ne le montra jamais à qui que ce soit.
Quelques-uns disaient qu'ils craignaient que ce souvenir ne lui occasionnât des difficultés avec l'autorité militaire. D'autres, et ceux-là ne le connaissaient guère, que le colonel craignait, s'il le montrait, qu'il lui en coûtât la vie. Comme toujours, un peu de vérité se mêlait pourtant à ce dernier bruit. C'eût été se tromper que de l'accuser de peur, mais un fait exact, c'est que sa vie avait été menacée 2 fois dans les Indes, et chacun restait convaincu que la pierre de lune était la cause de ces embûches. Lorsqu'il revint en Angleterre et qu'il se trouva repoussé par toute sa famille, on attribua cette sévérité à l'histoire du diamant. Le mystère de la vie du colonel pesait sur cette existence et la rendait celle d'un paria au milieu des siens et du monde. Les hommes lui fermaient l'entrée des clubs. Parmi les femmes, plus d'une qu'il rechercha en mariage le refusa. Enfin, parents et amis eurent tous la vue basse pour éviter de le reconnaître dans la rue. Beaucoup d'hommes eussent cherché à sortir de cette impasse, mais courber la tête, même lorsqu'il était dans son tort et qu'il avait tout le monde contre lui, cela n'était guère le fait de l'honorable John. Dans l'Inde, il avait conservé le diamant pour braver les assassins. En Angleterre, il le garda comme un défi à l'opinion publique. Vous avez ainsi le portrait moral d'un homme dont le caractère défiait tout, et dont la figure, quelque belle qu'elle fût, semblait pourtant posséder du diable. Bien des bruits sur son compte arrivèrent jusqu'à nous. Parfois, on le disait mangeur d'opium et amateur de vieux bouquins. D'autres fois, il passait pour se livrer à d'étranges expériences de chimie, puis on le vit adonner aux plus grossiers plaisirs dans la plus mauvaise société de Londres. En résumé, la vie du colonel était solitaire, vicieuse et dégradée. Une fois seulement, après son retour en Angleterre, je le vis moi-même face à face. Environ 2 ans avant l'époque que je raconte ici, et 18 mois avant sa mort, le colonel arriva inopinément à la maison occupée par Milady à Londres. C'était le soir du jour de naissance de Miss Rachel, le 21 juin, et, comme de coutume, une réunion avait lieu en son honneur. Le valet de pied vint me prévenir qu'un gentleman désirait me parler. J'allai dans l'antichambre, et là, je trouvai le colonel, vieilli, usé, l'air misérable, mais conservant une expression sauvage et méchante. « Allez dire à ma sœur, fit-il, que je suis venu pour souhaiter à ma nièce de fréquents retours de ce jour de fête. » Il avait déjà fait maintes tentatives par lettre pour se réconcilier avec sa sœur, uniquement, j'en suis sûr, dans le but de la contrarier. Mais c'était la première fois qu'il osait venir jusque chez nous. Je fus tenté de lui dire qu'il y avait de la compagnie ce soir et qu'on ne pouvait le recevoir. Mais l'expression diabolique de ses traits me décida à porter son message. Je montai, le laissant, à sa demande, dans l'antichambre. Les domestiques le dévisageaient, mais de loin, comme une arme dangereuse, chargée à mitraille, et qui eût pu, d'un instant à l'autre, éclater au milieu d'eux. Milady avait gardé dans son caractère quelque chose de la vivacité des Herncastle. « Dites au colonel Herncastle, me répondit-elle, lorsque je lui eus fait part de la commission de son frère, que Miss Verinder est occupée, et que, quant à moi, je refuse de le voir. » Je m'efforçai d'obtenir une réponse plus polie, sachant combien le colonel serait peu retenu par les bornes qu'impose habituellement l'éducation. Mais ce fut absolument en vain. Le caractère de la famille s'attaqua sur-le-champ à moi. « Quand je désire votre opinion, me dit Milady, vous savez que je vous la demande. Je n'en ai pas besoin dans cette occasion. » Je descendis avec ce message, dont je pris sur moi de faire une édition revue et corrigée de la manière suivante. Milady et Miss Rachel regrettent de n'être pas libres, et prient le colonel d'agréer leurs excuses. Elles ne peuvent le recevoir. Je m'attendais à le voir éclater, même en entendant cette version adoucie. À ma grande surprise, il n'en fut rien, et je me sentis effrayée du calme avec lequel il accueillit ma réponse. Ses yeux, d'un gris étincelant, s'arrêtèrent un instant sur moi. Il se mit à rire, non pas franchement, mais d'une sorte de ricanement intérieur, peu bruyant et plein d'infernale malice. « Merci, Betteredge, me dit-il. Je me souviendrai du jour de naissance de ma nièce. » Sur ce, il tourna sur ses talons et quitta la maison. Quand revint l'anniversaire, nous apprîmes qu'il était malade et alité. 6 mois après, c'est-à-dire 6 mois avant le moment où j'écris,
arriva une lettre adressée par un respectable pasteur à Milady. Il lui mandait 2 événements de famille vraiment extraordinaires. Premièrement, il lui apprenait que le colonel avait pardonné, sur son lit de mort, à sa sœur. En second lieu, qu'il avait pardonné à tous ses ennemis, sans exception, et fait la fin la plus édifiante. J'éprouve personnellement, et cela nonobstant les travers des évêques et du clergé, le plus grand respect pour l'Église. Mais, en même temps, je reste fermement convaincu que le diable était demeuré en possession de l'honorable John, et que le dernier et abominable acte de ce vilain homme a été, passez-moi l'expression, de mettre dedans le vénérable pasteur. Voilà le résumé de ce que j'eus à conter à M. Franklin. Je remarquai qu'il m'écoutait avec une attention croissante à mesure que j'avançais dans mon récit. J'observai également que l'histoire du renvoi du colonel, le soir du jour de naissance, le frappa singulièrement. Et bien qu'il n'en convînt pas, il était aisé de voir que ce point de mon récit le rendait sérieux et soucieux. « Vous avez achevé votre récit, Betteredge, me dit-il. À mon tour maintenant. Pourtant, avant que je vous fasse part de mes découvertes à Londres, et que je vous apprenne comment je fus mêlé à l'affaire du diamant, j'ai besoin de savoir une chose. Vous paraissez, mon vieil ami, ne pas bien saisir le but de cette conversation entre nous. Les apparences seraient-elles trompeuses ? Non, monsieur, répondis-je. Ma physionomie, en ce cas, dit vrai. En ce cas, reprit M. Franklin, supposons que je vous soumette mon point de vue sur l'affaire avant d'aller plus loin. Je vois, moi, que le don fait par le colonel à ma cousine Rachel soulève 3 questions très sérieuses. Suivez-moi avec soin, Betteredge, et comptez sur vos doigts. Cette occupation vous aidera, dit M. Franklin, avec une certaine satisfaction de me montrer la justesse de son esprit, ce qui me rappela tout à coup sa nature d'enfant. Première question. Un complot a-t-il été formé dans l'Inde contre le diamant du colonel ? Seconde question. Les conjurés ont-ils suivi le diamant en Angleterre ? Troisième question. Le colonel a-t-il su que les conjurés suivaient le diamant ? Et, en ce cas, ne l'a-t-il pas légué comme une source de trouble et de danger pour sa sœur, par l'intermédiaire innocent de sa fille ? Voilà où je me proposais d'en arriver. Betteredge. Je ne veux pourtant pas vous effrayer. Il était charmant de dire cela, lorsqu'il m'avait parfaitement alarmé. Ainsi, à l'en croire, notre paisible demeure britannique, envahie soudainement par ce diabolique diamant indien, allait devenir le centre des intrigues d'une bande de coquins actifs, vivants et déchaînés par la vengeance d'un mort. Voilà quelle serait notre situation, telle que les derniers mots de M. Franklin venaient de me la révéler. A-t-on jamais entendu parler de rien de pareil, et cela en plein XIXe siècle, dans un temps de progrès et au milieu d'un pays comblé des bienfaits de la législation anglaise ? Non, personne n'a jamais entendu parler de cela, et personne par conséquent n'y croira. Je n'en continue pas moins mon histoire malgré tout. Lorsque vous éprouvez une émotion subite du genre de celle qui s'était emparée de moi, 9 fois sur 10, c'est à l'estomac que vous la ressentez. Il s'ensuit que votre attention faiblit et que vous ne tenez plus en place. Je m'agitais donc, assis sur le sable sans mot dire. M. Franklin s'aperçut que je luttais contre le trouble de mon estomac ou de mon esprit, ce qui revient absolument au même. Et s'arrêtant juste au moment où il allait reprendre son histoire, il me dit brusquement « Qu'avez-vous donc ?» Ce qui me manquait, et ce que je ne pouvais vraiment lui dire, c'était une bouffée de ma pipe et le secours de Robinson Crusoé. Chapitre 6. Tout en gardant pour moi mes sentiments intimes, je priai respectueusement M. Franklin de poursuivre. Il me répondit « Ne vous agitez pas, Betteredge » et continua. Ses premiers mots furent pour m'apprendre que l'origine de ses découvertes concernant le colonel et son diamant remontait à une visite qu'avant de venir chez nous, il avait faite à l'avocat de la famille à Hampstead. Un mot que laissa échapper M. Franklin, lorsqu'ils étaient tous deux seuls après le dîner, apprit à l'avocat qu'il était chargé par son père de porter un souvenir de jour de naissance à Miss Rachel. Un mot en amène un autre. La conclusion de l'entretien fut que l'avocat lui raconta quel était ce présent et comment avaient pris naissance les rapports entre le colonel et M. Blake père. Les faits ici sont si extraordinaires que je douterais de mon habileté à les bien présenter. Je préfère donc laisser, autant que ma mémoire me le permettra, la parole à M. Franklin.
Vous devez bien vous souvenir, Betteredge, du temps où mon père essayait d'établir ses droits à la possession de ce malencontreux duché. Eh bien, ce fut aussi l'époque où mon oncle Herncastle revint des Indes. Mon père apprit que son beau-frère avait entre les mains des titres qui pouvaient lui être utiles pour son procès. Il passa chez le colonel sous prétexte de lui souhaiter la bienvenue en Angleterre. Mais le colonel ne fut point la dupe de son empressement. « Vous désirez quelque chose, lui dit-il. Autrement, vous n'auriez jamais risqué votre réputation en venant me faire une visite, à moi. » Mon père vit bien que sa seule chance était de jouer carte sur table, et il convint qu'il avait besoin de certains papiers. Le colonel demanda un jour de réflexion. Sa réponse arriva le lendemain. Elle était consignée dans une lettre des plus étranges que mon ami l'homme de loi me montra. Le colonel commençait par prévenir mon père qu'à son tour il avait besoin de M. Blake, et il lui proposait un échange de services mutuels. La fortune de la guerre, telle était son expression, avait, disait-il, fait tomber entre ses mains un des plus gros diamants connus. Il avait de fortes raisons pour croire que ni lui ni son précieux joyau n'étaient en sécurité dans quelque lieu ou quelque point du globe qu'ils occupassent ensemble. En présence d'une situation aussi grave, il était résolu à mettre son diamant sous la sauvegarde d'une tierce personne. Celle-ci ne devait courir aucun risque. Elle pouvait déposer la pierre précieuse dans tout endroit destiné à ces sortes de dépôts, coffres-forts de banquiers ou de joailliers, reconnus sûrs et appropriés à cet usage. La responsabilité de ce tiers serait uniquement d'un ordre passif. Il devait seulement, par lui-même ou par un représentant accrédité, prendre ses mesures pour recevoir à une adresse convenue et à certains jours fixés chaque année un mot du colonel établissant qu'il était encore en vie. Dans le cas où l'on ne recevrait pas de lettre à la date indiquée, le silence devrait être considéré comme une preuve de la mort violente du colonel. Alors, et seulement alors, on devait ouvrir, lire et suivre implicitement les instructions jointes au diamant et qui disposaient du joyau. Si mon père consentait à accepter ces diverses conditions, le colonel tenait en échange ses papiers à sa disposition. « Que fit votre père, monsieur ?» demandai-je. « Ce qu'il fit, » répondit M. Franklin, « vous allez le savoir. Il appela à son aide cette incomparable qualité nommée le bon sens pour peser les termes de la lettre de son beau-frère. Tout cela, déclara-t-il, était absurde. Dans ses pérégrinations à travers l'Inde, le colonel était sans doute tombé sur un misérable morceau de cristal qu'il avait pris pour un diamant. Quant à ses craintes d'assassinat, à ses précautions pour sauvegarder sa vie et son prétendu joyau, tout homme ayant son bon sens n'avait qu'à s'adresser à la police et ne pas oublier qu'il vivait en plein 19e siècle. Le colonel avait depuis des années la réputation d'un mangeur d'opium. Son rêve était un des résultats de ce vice. Mais si le seul moyen d'obtenir d'importants papiers était de se prêter à cette fantaisie, mon père en acceptait volontiers le ridicule, d'autant plus que sa responsabilité ne serait vraiment engagée en rien. Le diamant, avec ses instructions bien cachetées, fut donc transporté dans la caisse de son banquier et les lettres périodiques du colonel furent ouvertes par l'avocat de la famille, M. Breuf, représentant mon père. Il est clair que toute personne sensée eût agi de même dans cette occasion. Rien dans ce monde, Betteredge, ne nous semble devoir exister que si notre infime expérience admet le fait, et nous ne croyons à la réalité d'un roman que s'il est imprimé en toutes lettres dans une gazette. Il ressortait évidemment de cette réflexion que M. Franklin trouvait téméraire et faux le jugement porté par son père sur le colonel. « Quelle opinion vous êtes-vous faite, monsieur, sur cette affaire ?» lui dis-je. « Terminons d'abord l'histoire du colonel, » me répondit M. Franklin. « L'esprit anglais, mon cher Betteredge, pêche singulièrement par l'absence de système, et votre question, mon ami, en est une nouvelle preuve. Lorsque nous ne construisons pas des machines, nous sommes intellectuellement parlant le peuple le moins ordonné de l'univers. »« Voilà, me dis-je intérieurement, le bon résultat d'une éducation étrangère. C'est sans doute en France qu'on lui aura appris à nous railler ainsi. » M. Franklin reprit le fil interrompu de sa narration et poursuivit en ces termes. « Mon père reçut les papiers désirés, et jamais il ne revit son beau-frère depuis ce moment. Chaque année, les lettres arrivaient au jour convenu et étaient ouvertes par M. Breuf.
J'ai vu le paquet de ces lettres, toutes uniformément de la même teneur et d'un style d'affaires. Monsieur, celle-ci est pour certifier que je suis encore en vie. Laissez le diamant en paix, John Castle. Il ne variait jamais sa formule, jusqu'au moment où, il y a environ 6 mois, la lettre contint ces mots. Monsieur, on me dit que je suis près de mourir. Venez me voir et m'aider à faire mon testament. Monsieur Breuf alla le trouver dans sa petite villa de la banlieue, entourée d'un jardin et où il avait vécu seul depuis son retour des Indes. Il avait des chiens, des chats, des oiseaux autour de lui, mais aucun être humain, sauf la femme qui venait chaque jour faire l'ouvrage de la maison. En ce moment, le docteur se tenait près de son chevet. Son testament fut fort simple. Le colonel avait dissipé la plus grande partie de sa fortune en expériences chimiques. Ses dernières volontés se réduisirent à 3 clauses, qu'il dicta de son lit, dans la plénitude de ses facultés. La première pourvoyait l'entretien de ces divers animaux. La seconde fondait une chaire de chimie expérimentale dans une université du Nord. Enfin, la troisième léguait la pierre de lune à sa nièce, comme cadeau de jour de naissance, à la condition que mon père serait exécuteur testamentaire. Mon père commença par refuser. Après réflexion, il résolut d'accepter, d'abord parce qu'on lui affirma qu'il n'en subirait aucun ennui, ensuite parce que M. Breuf lui fit comprendre qu'au point de vue de l'intérêt de Rachel, ce diamant pouvait après tout avoir une valeur. « Le colonel donna-t-il une raison, monsieur, pour laisser le diamant à Miss Rachel ?» demandai-je. « Non seulement il donna une raison, mais le motif fut inscrit dans son testament, » dit M. Franklin. « J'en possède un extrait que vous verrez tout à l'heure. Un peu de méthode, Betteredge. Chaque chose en son temps. Maintenant que vous connaissez le testament, il faut que vous sachiez comment les choses se passèrent après la mort du colonel. Il devint nécessaire de faire légaliser le testament, mais auparavant on dut procéder à l'estimation du diamant. Tous les joailliers que l'on consulta confirmèrent l'assertion du colonel et dirent qu'il possédait un des plus gros diamants connus. L'estimation exacte présenta plusieurs difficultés sérieuses. Par sa taille, il pouvait passer pour un phénomène. Mais sa couleur le plaçait dans une catégorie particulière. Et, comme pour ajouter à tant de causes d'incertitude, un défaut, une paille, se trouvait au cœur même de la pierre. Tout en comptant avec cette dernière cause de déchet, le plus bas mot des évaluations montait pourtant à 20 000 livres. Je vous laisse à penser la stupéfaction de mon père. Il avait été sur le point de refuser sa mission et eût ainsi laissé sortir de la famille ce joyau hors ligne. L'intérêt qu'il portait dès lors à cette affaire le décida à décacheter les instructions déposées avec le diamant. M. Breuf me montra ce document, avec les autres papiers, et, à mon avis, cette lecture permet de se faire une idée de la conspiration qui menaçait la vie du colonel. « Ainsi donc, monsieur, lui dis-je, vous croyez que la conspiration existait ? Ne possédant pas l'incomparable bon sens de mon père, reprit M. Franklin, je crois fermement que la vie de mon oncle était en danger, comme lui-même l'affirmait. Les instructions que je lus expliquent, à mon avis, comment, malgré cela, il finit par mourir dans son lit. Dans l'hypothèse d'une mort violente, signalée par l'interruption des lettres à date régulière, mon père était chargé d'envoyer secrètement la pierre de lune à Amsterdam. Elle devait y être remise entre les mains d'un célèbre tailleur de diamants et coupée par lui en 4 ou 6 pierres. Ces diamants auraient été vendus au meilleur prix possible et la somme appliquée à fonder la chaire de chimie que depuis lors le colonel avait dotée par son testament. Maintenant, Betteredge, faites usage de votre perspicacité et lisez la conclusion qui résulte des instructions du colonel. Je fis appel à mon intelligence. Elle se ressentait du désordre inséparable des esprits anglais, et tout y était confusion, jusqu'à ce que M. Franklin prit la peine de guider mon esprit et m'amena à voir ce que je ne pouvais découvrir à moi tout seul. « Remarquez, dit-il, que le colonel a eu l'habileté de protéger ses jours contre toute violence en faisant dépendre de sa propre conservation l'intégrité du diamant. Il ne lui suffit pas de dire aux ennemis qu'il redoute « Tuez-moi !» et vous n'en serez pas plus avancé qu'à l'heure présente, où le diamant est hors d'atteinte dans le coffre-fort d'un banquier. Au lieu de cela, il leur dit « Tuez-moi !» et le joyau ne sera plus la pierre de lune.
Son identité sera perdue pour vous à jamais. » Que veut dire cette clause ? Ici, j'eus, à ce que je crus au moins, un éclair digne de la vivacité étrangère. « Je comprends, dis-je. C'était un moyen de diminuer la valeur du diamant et ainsi de tromper les calculs de ces coquins. »« Rien de tout cela, reprit M. Franklin. Je me suis enquis de cette question. Comme le diamant restant dans son intégrité est déparé par une paille, s'il était coupé en morceaux, il vaudrait plus d'argent, ainsi divisé, que sous sa première forme, et cela par la simple raison que les 4 ou 6 diamants qu'on en tirerait seraient bien plus parfaits que l'énorme pierre déparée par un défaut. Donc, si le vol seul avait été au fond de la conspiration, les instructions du colonel n'eussent servi absolument qu'à rendre le larcin plus tentant. On en eût trouvé une somme plus importante, et il eût été d'une défaite plus facile après l'opération que lui eussent fait subir les ouvriers d'Amsterdam. « Dieu vous bénisse, monsieur, m'écriai-je, mais alors, qu'était donc ce complot ? » Un complot organisé parmi ceux des Indiens qui possédaient primitivement le joyau, répondit M. Franklin, et dont l'origine remonte à une antique superstition hindoue. Telle est mon opinion, corroborée par la lecture d'un papier de famille que j'ai sur moi en ce moment. Je compris alors pourquoi l'apparition des 3 Indiens avait frappé M. Franklin comme un fait digne de remarque. « Je ne tiens pas, reprit M. Franklin, à vous imposer mon opinion personnelle. L'hypothèse de quelques sectaires hindous profondément dévoués à une croyance religieuse, bravant toutes les difficultés, tous les dangers, et guettant sans se lasser l'occasion de ressaisir leur joyau sacré, m'apparaît à moi comme parfaitement d'accord avec la patiente ténacité des races orientales, et ce que nous savons de l'influence des religions asiatiques. Mais je conviens que je suis un homme d'imagination, et que le boucher, le boulanger et le percepteur des contributions ne sont pas les seules réalités qu'admette mon esprit. Laissons mes conjectures pour ce qu'elles valent, et revenons à la seule question pratique qui nous concerne. La conspiration survit-elle à la mort de mon oncle ? Et le colonel avait-il cette conviction lorsqu'il légua ce souvenir à sa nièce ? Je commençais à apercevoir Milady et Miss Rachel au fond de toute cette diablerie, et dès lors je fus tout oreille. Quand je découvris l'histoire de la pierre de lune, dit M. Franklin, je ne me souciais guère de lui servir d'introducteur ici. Mais M. Breuf me rappela qu'il fallait que quelqu'un remît le legs de ma cousine entre ses mains, et qu'autant valait que je fusse cette personne. Après avoir retiré le diamant de la banque, je m'imaginais être suivi dans les rues par un homme misérablement vêtu et à la peau basanée. J'entrai chez mon père pour prendre mes bagages, et y trouvai une lettre qui me retint inopinément à Londres. Je retournai à la banque avec le bijou, et je crus apercevoir de nouveau l'homme au teint sombre. Quand je repris le diamant le lendemain matin, je revis l'individu pour la 3e fois, mais je lui échappais adroitement, et avant qu'il eût pu retrouver mes traces, je pris le train du matin au lieu de celui de l'après-midi. Me voici arrivé à destination, avec le diamant sain et sauf. Quelles sont les premières nouvelles qui m'accueillent ? J'apprends que 3 vagabonds indiens ont été vus rôdant aux alentours de la maison, que mon arrivée et quelque chose de tout particulier que je dois porter sur moi sont l'objet d'investigations spéciales pour ces gens, alors qu'ils se croient seuls. Je ne m'arrête pas à la représentation qu'ils donnent de l'encre versée sur la main de l'enfant, ni à leur injonction de regarder si un homme vient au loin et s'il porte quelque chose dans sa poche. Je dis comme vous, cette jonglerie que j'ai souvent vue pratiquer en Orient ne signifie rien. La question à décider présentement est de savoir si je n'attache pas trop d'importance à ce qui peut n'être qu'un accident, ou bien si nous tenons réellement là une preuve que les Indiens suivent la trace du diamant de la Lune, depuis le moment où il a quitté l'abri tutélaire de la banque. Ni lui ni moi ne semblions venir à bout de cette partie de notre enquête. Nous nous regardâmes, puis nous considérâmes la mer, qui, montant doucement, couvrait graduellement les sables mouvants. « À quoi pensez-vous » dit tout à coup M. Franklin. « Je songeais, monsieur, répliquai-je, que j'aimerais à précipiter le diamant dans les sables tremblants et à mettre fin ainsi à toutes nos préoccupations. »
Si vous avez en poche la valeur de la pierre de lune, Betteredge, me répondit M. Franklin, dites-le vite, et ainsi sera-t-il fait. Il est curieux d'observer combien, lorsque l'esprit est trop tendu, la moindre plaisanterie réussit à l'alléger. Nous trouvâmes très divertissante l'idée de disposer ainsi du bien de Miss Rachel et de mettre M. Blake, l'exécuteur testamentaire, dans un si terrible embarras, quoique, à l'heure présente, je me demande encore ce qu'il y avait là de si divertissant. M. Franklin fut le premier à ramener la conversation à son sujet principal. Il prit une enveloppe dans sa poche, l'ouvrit et me tendit le papier qu'elle renfermait. « Betteredge, dit-il, il faut que nous envisagions nettement, et cela dans l'intérêt de ma tante, la question des motifs secrets qu'eut le colonel pour faire ce legs à sa nièce. Ne perdez pas de vue la façon dont Lady Verinder traita son frère depuis le moment de son retour en Angleterre jusqu'à celui où il vous promit de se souvenir du jour de naissance de sa nièce. Puis lisez ceci. » Il me remit l'extrait du testament du colonel. Je l'ai sous les yeux pendant que j'écris, et j'en prends copie à votre intention. Troisièmement, et finalement, je donne et lègue à ma nièce, Rachel Verinder, fille unique de ma sœur Julia Verinder, veuve. Si la dite dame est encore en vie lors du prochain jour de naissance de Rachel Verinder, c'est-à-dire au premier anniversaire qui suivra ma mort, mon diamant jaune, connu en Orient sous le nom de diamant de la lune. Ce legs est soumis à la condition que ladite Julia Verinder sera en vie à cette époque. À cet effet, je désire que mon exécuteur testamentaire remette mon diamant, par ses mains ou par celles d'un intermédiaire digne de sa confiance et désigné par lui, en la possession personnelle de ma nièce Rachel, au premier jour de sa naissance qui suivra ma mort, et cela, si faire se peut, en présence de ma sœur Julia Verinder. Je désire aussi qu'on informe ma sœur, par une copie légalisée, de cette troisième et dernière clause de mon testament, à savoir que je donne le diamant à sa fille Rachel, en signe de pardon absolu du tort que ses procédés envers moi ont causé à ma réputation durant ma vie, et tout particulièrement comme preuve que je pardonne, ainsi qu'il convient à un gentilhomme et à un officier, l'insulte qui me fut faite, lorsque son valet de chambre, agissant par ses ordres, me ferma sa porte le soir du jour de naissance de sa fille. D'autres détails suivaient, ordonnant, en cas du décès de Milady ou de Miss Rachel, lors de l'ouverture du testament, l'envoi du diamant en Hollande, où on en disposerait suivant la teneur des instructions cachetées que M. Franklin nous a fait connaître précédemment. Je rendis le papier à M. Franklin, trop troublé pour exprimer mon opinion. Jusqu'à ce moment, je restais convaincu, vous le savez, que le colonel était mort aussi réprouvé qu'il avait vécu. Je ne pourrais dire que cette lecture me convertit complètement, mais enfin, elle m'ébranla, je l'avoue. « Eh bien, dit M. Franklin, maintenant que vous avez pris connaissance des propres paroles du colonel, qu'en pensez-vous ? En introduisant la pierre de lune dans la maison de ma tante, suis-je ici l'instrument inconscient de la vengeance du colonel, ou est-ce que je réhabilite son caractère de chrétien repentant et pardonnant ? Il semble dur, monsieur, répondis-je, d'affirmer qu'il mourut avec une affreuse vengeance dans le cœur et un horrible mensonge sur les lèvres. Dieu seul connaît la vérité. Ne me la demandez donc pas. M. Franklin continua à tourner l'extrait du testament entre ses doigts, comme s'il eût espéré en voir jaillir la vérité. Pendant ce temps, sa physionomie changeait singulièrement. De vif et animé qu'il était jusqu'ici, il devint tout à coup réfléchi et solennel. « La question a deux points de vue, dit-il. Le côté objectif et le côté subjectif. Lequel adoptons-nous » Il avait reçu une éducation allemande, aussi bien qu'une éducation française. Cette dernière avait pris possession de lui jusqu'à ce moment, à ce qu'il me sembla, et l'autre influence arrivait maintenant à son tour. Une de mes règles favorites est de ne jamais m'arrêter à ce que je ne comprends pas. Je pris donc un juste milieu entre l'objectif et le subjectif dont on me parlait. À vrai dire, j'ouvris mes yeux démesurément et ne dis mot.
Extrayons de la chose sa signification intérieure, insista M. Franklin. Pourquoi mon oncle laissa-t-il le diamant à Rachel? Pourquoi ne le légua-t-il pas à ma tante? Ceci, monsieur, répondis-je, n'est pas au-dessus de ma pénétration. Le colonel Herncastle connaissait assez Milady pour savoir qu'elle aurait refusé tout legs venant de lui. Comment était-il assuré que Rachel ne le refuserait pas également? Vit-on jamais une jeune dame, monsieur, capable de résister à la tentation d'accepter un présent semblable à celui du diamant de la lune? Le point de vue rentre dans le subjectif, dit M. Franklin. Il vous fait honneur, Betteredge, et dénote beaucoup d'intelligence de votre part. Mais il plane sur le legs du colonel un autre mystère qui n'est pas encore éclairé. Comment expliquerons-nous que ce don ne doive être remis à Rachel que du vivant de sa mère? Je ne voudrais pas calomnier un homme défunt, monsieur, mais s'il a tant tenu à l'existence de sa sœur dans cette occasion, ne serait-ce pas dans l'espoir que ce devienne une source de trouble et de chagrin pour elle, par l'entremise de sa fille, et qu'étant encore en vie, elle puisse ressentir toutes ses peines? Oh oh, c'est donc là votre interprétation. Vous voici Derchef dans le mode subjectif. Avez-vous jamais été en Allemagne, Betteredge? Non, monsieur, mais quelle serait votre interprétation, s'il vous plaît? J'admets, dit M. Franklin, que le but du colonel a pu être, non pas d'avantager sa nièce, qu'il n'avait jamais vue, mais de prouver à sa sœur, de la façon la plus gracieuse, qu'il lui avait pardonné, en faisant un magnifique présent à son enfant. Voilà une interprétation toute différente de la vôtre, Betteredge, et également admissible au point de vue subjectif. Je crois l'une aussi plausible que l'autre. Ayant résolu nos difficultés d'une façon aussi satisfaisante pour chacun, M. Franklin parut croire qu'il n'y avait plus rien à lui demander. Il s'étendit sur le sable et manifesta le désir de savoir ce qui restait à faire. Il s'était montré si fin et si intelligent dans toute cette affaire, avant d'adopter le jargon étranger, et il avait si bien pris la haute main dans la direction de notre conversation que je fus frappé de surprise en le voyant soudain changer de rôle et faire appel à mon aide. Plus tard seulement, j'appris par Miss Rachel, qui fut la première à le remarquer, que ces brusques variations étaient chez M. Franklin une suite de son éducation étrangère. À l'âge où nous recevons nos impressions des autres, où nous sommes plutôt un reflet qu'une personnalité, cet enfant, envoyé à l'étranger, ballotté d'une nation à une autre, n'avait pas eu le temps d'acquérir une manière d'être définitive. Le résultat fut qu'il rapporta du continent un caractère fait de 1000 nuances diverses et toutes plus ou moins discordantes, si bien qu'il semblait passer sa vie dans un état de perpétuelle contradiction avec lui-même. Tantôt il était plein d'activité, tantôt la paresse le dominait. Parfois ses idées pouvaient être claires et sûres, parfois elles étaient brumeuses. Il se montrait un modèle de décision, puis il offrait le spectacle de l'impuissance. Bref, il réunissait en lui l'humeur française, l'humeur allemande, l'humeur italienne, et, brochant sur le tout, le fond anglais reparaissait toujours à point nommé, comme pour dire « Me voici étrangement travesti, ainsi que vous le voyez, mais pourtant il reste encore quelque chose de moi. » Miss Rachel prétendait que c'était le côté italien qui prédominait, dans les moments où il affectait un laisser-aller complet, et vous demandait de la façon la plus indolente d'assumer tout le fardeau de la responsabilité sur vos propres épaules. Je pense que nous pouvons dire, sans être taxés d'injustice, qu'en ce moment c'était le côté italien du caractère qui se manifestait. « N'est-ce pas à vous, monsieur, repris-je, de savoir ce qu'il va falloir faire ? À coup sûr, cela ne me regarde pas. » M. Franklin était étendu dans une position à ne voir que le ciel et ne parut pas se soucier de ma question. « Je ne me soucie pas d'alarmer ma tante sans raison, dit-il, et je ne veux point non plus la quitter sans la prévenir de ce qu'il peut lui être utile d'apprendre. Voyons, Betteredge, si vous étiez à ma place, en 2 mots, que feriez-vous ? » Je lui dis sans hésiter « J'attendrai. » « De tout mon cœur, » répondit M. Franklin, « mais pendant combien de temps ?» Je me mis à expliquer mon opinion.
Autant que je puis le comprendre, monsieur, il est indispensable que quelqu'un remette ce maudit diamant entre les mains de Miss Rachel à l'occasion de son prochain jour de naissance. Et, en ce cas, autant vaut que ce soit vous qui vous en chargiez qu'un autre. Nous voici au 25 de mai, et l'anniversaire tombe le 21 juin. Il reste donc près de 4 semaines devant nous. Attendons, et voyons ce qui surviendra pendant ce laps de temps. Alors, nous préviendrons Milady ou non, suivant les circonstances. « Admirable, Betteredge, dit M. Franklin. La position est ainsi sauvegardée. Mais d'ici là, que ferai-je de la pierre de lune ? Vous agirez comme votre père le fit, repartis-je. Votre père l'avait mise en sûreté dans une maison de banque à Londres. Vous la logerez dans le coffre-fort de la banque de Fresinghall. Fresinghall est la ville la plus voisine de chez nous, et la Banque d'Angleterre elle-même n'est pas plus sûre que celle de ce lieu. Si j'étais de vous, monsieur, ajoutai-je, je monterais à cheval et je me dirigerais incontinent sur Fresinghall, avant le retour de ces dames. La perspective de faire quelque chose et de le faire à cheval remit M. Franklin sur ses pieds avec la rapidité de l'éclair. Bien plus, il me releva sans la moindre cérémonie. « Vous valez votre pesant d'or, Betteredge. Allons vite, et faisons seller le meilleur cheval des écuries. » Il me rappelait le bon vieux temps. Dieu soit loué, voici bien le vrai fond anglais, perçant malgré la couche de vernis des civilisations étrangères. Je retrouvais le petit Franklin d'autrefois, transporté d'aise à la pensée d'une promenade à cheval. Lui faire seller un cheval ? Mais j'en aurais fait préparer une douzaine, s'il avait pu les monter tous à la fois. Nous rentrâmes à la hâte, nous fîmes seller le cheval le plus rapide de l'écurie, et M. Franklin partit au grand galop pour déposer encore une fois le maudit diamant dans le coffre-fort d'une banque. Lorsque j'entendis s'éloigner le bruit du cheval, et que je me retrouvai seul dans la cour, je fus tenté de me demander si je ne sortais pas d'un rêve.